Awono est juriste, on va le présenter comme de la société civile parce qu'il ne nous a toujours pas décliné son parti politique. Chaque fois qu'on le reçoit sur ce plateau, Jacques Léonce, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux co-discutants qui sont en train de s'installer. Bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info Télévision. C'est un plaisir d'être là. Merci de m'associer à la réflexion du grand soir de ce soir. Le plaisir est partagé, Jacques Léonce, malgré les intempéries. Vous avez tenu à être là. Serge Anthony Ongene, qu'on a réussi à attraper parce que lui, il est toujours entre le Cameroun et l'extérieur, avec plusieurs initiatives concernant la diaspora et autres. On a réussi à l'avoir ce soir. Serge Anthony Ongene, bonsoir et bienvenue. Honoré Jean-Jacques d'être là, bonsoir à vous et bonsoir à tout le panel qui est là. Je n'oublie pas les nombreux téléspectateurs d'Info TV qui nous regardent en ce moment à l'occasion du grand soir qui met encore sur la table des sujets importants pour notre société. Je pense que nous allons passer de très bons moments. Nous essayerons d'éclairer autant que possible la lanterne des millions de téléspectateurs de votre chaîne qui est bien appréciée du côté de l'étranger, il faut le dire. Et je dis d'ailleurs que c'est la chaîne qui sait faire le buzz, le bon buzz, j'ai envie de dire. Voilà, tant elle a une façon assez particulière de décortiquer les sujets brûlants de notre société. Donc c'est un honneur renouvelé d'être là. Comment vont les Camerounais de ce côté-là? Bon, moi je peux dire que ça fait juste quelques jours que je suis arrivé au Cameroun, du côté de la diaspora. Il y a d'abord le fait que les regards sont davantage tournés vers le Cameroun en cette année charnière d'élection présidentielle. Et on a un sentiment de patriotisme qui monte davantage, qui grandit, parce que les événements de 2018 sont restés en mémoire. Et toutes les années qui ont suivi, notamment 2019, 2020, 2021, ont été un marqueur, étant donné que tout ce qui s'y est passé a apporté une profonde division au sein de cette diaspora. Et aujourd'hui, la plupart, j'ai envie de dire, la majorité a pris conscience des dégâts que cela a pu produire. Et désormais, tout le monde, du moins, dit... Plus jamais ça, on ne permettrait plus que ça se passe ainsi. Ça fait qu'aujourd'hui, on a davantage des Camerounais patriotes qui se lèvent, qui sont en avant-garde pour défendre, préserver et promouvoir le vert ou jaune. Il y a d'ailleurs des initiatives. Vous avez vu récemment à Paris, il y a Mboa qui a reçu Samuel Eto'o-Fils, par exemple. Voilà, donc il y a des initiatives valeureuses qui sont en train de se mettre en place parce que les Camerounais sont fiers d'être Camerounais pour la plupart. C'est aussi l'occasion pour dire à ces irrédentistes-là qui ont du mal à comprendre que le Cameroun, c'est notre mère patrie, de revenir à la maison parce que nous avons un seul Cameroun, un Cameroun à bâtir, à construire vers une émergence certaine. Aristide de Mandat est communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, déjà bien installé. Bonsoir Aristide. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous mes frères. Je voudrais adresser un salut fraternel à l'ensemble de nos compatriotes des 4 coins cardinaux. J'ai naturellement une pensée d'amitié, de fraternité également à l'endroit de tous les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui sont au four et au moulin. Comme toujours, c'est dans leur ADN, qui travaillent pendant que d'autres préparent le contentieux. Vous voyez que nous sommes sur le terrain pour préparer ce qui va être fait. Il est bon qu'ils soient boostés, qu'ils soient galvanisés. Je voudrais leur adresser un message d'encouragement parce qu'ils croient en un idéal qui est précisément celui de la paix, de la solidarité, qui ne doit jamais quitter nos esprits. Je suis heureux d'être là ce soir pour discourir, parce que de toutes les façons, ce qui émerge, ce qui est plus grand, c'est ce que nous sommes. Notre être ensemble, notre vivre ensemble, que nous devons sauvegarder et que rien ne doit contrarier. Merci d'être là. On attendra tout à l'heure l'arrivée de Dieudonné Somba Temungue, qui est président national du PDCC. Il va certainement nous retrouver pour que le plateau soit complet et qu'on aborde les questions de ce soir. La première est relative à l'actualité. Le groupe de Douala, vous le connaissez certainement,
à l'initiative de Abel Elimbi Lobé, qui lui-même avait déjà été chassé de cette maison sans façon. Et puis ce groupe est divisé sur la participation et les propos du professeur Abba Oyono au meeting de Paris du MRC autour du président, le professeur Maurice Kamto. Anissé Kane a signé un communiqué dans lequel il dit qu'avec cette sortie, cette prise de position d'Abba Oyono, il n'est plus dans l'optique de la dynamique du groupe de Douala et qui s'est auto-exclu. L'autre membre, Cyril Sambaka, a réagi pour dire qu'il se désolidarise du communiqué d'Anissé Kane. Finalement, le groupe de Douala est-il programmé pour mourir, pas pour échouer, mais pour mourir? Jacques Léonce, le groupe de Douala. Oui, je crois que c'est sans surprise. Toutes les initiatives des acteurs politiques de l'opposition connaissent finalement cette fin-là. Ce qu'il y a tout de même à apprécier, c'est que en cette année charnière, comme quelqu'un l'a dit ici, nous avons quand même les acteurs politiques de l'opposition qui ont compris qu'il est temps de mutualiser les forces. Oui. Parce qu'il y a des initiatives qui naissent, c'est vrai que toutes ne connaissent pas la même ferveur, la même réussite. Très peu connaissent même d'ailleurs la réussite parce qu'il y a l'ATP, il y a l'APC, il y a le groupe de Douala qui aujourd'hui est en train de se déchirer. Je crois que c'est quand même à regretter parce que il faut à un moment donné que nos acteurs politiques comprennent qu'il faut respecter le peuple camerounais. Parce que des initiatives comme celle-là sont louables pour le peuple camerounais qui a soif du changement. Et on sait très bien que le changement face à la mastodonte qu'est le RDPC ne peut venir que de la mutualisation des forces de nos acteurs politiques de l'opposition. Mais on dit que le meilleur changement doit commencer par soi-même. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que l'opposition a commencé à changer par rapport à ce qui s'est passé les années antérieures, d'autres élections où on a eu de la peine justement à asseoir une véritable mutualisation des forces? Oui, j'ai le sentiment que l'opposition a commencé à comprendre le problème. Parce qu'en 2018, on n'a pas eu la même ferveur, on n'a pas eu autant de mouvements qui étaient nés. Mais cette année, il y a quand même beaucoup, depuis l'année passée, on sent un mouvement, on sent que les acteurs politiques de l'opposition ont compris l'impérieuse nécessité, je voulais dire, de se mettre ensemble, de mutualiser les forces matérielles et plus encore les forces financières. Parce qu'en face, vous avez quand même un parti État, entre guillemets, qui parfois utilise les moyens de l'État pour combattre, pour aller en politique. Donc, c'est pas évident pour ces acteurs politiques de l'opposition d'aller en mode solo. Mais pourquoi ça explose donc aussi facilement? Pourquoi ça explose? L'ATP est pratiquement abandonné à Olivier Billet aujourd'hui. Et l'APC, on n'en sait pas grand-chose. On a vu Jean-Michel Nietzsche, on ne sait pas s'il y a d'autres formations politiques derrière. Maintenant, il y a le groupe de Douala qui n'a encore rien livré à quelques jours de la convocation du corps électoral. Oui, je crois que ça échoue parce qu'en réalité, il faut aussi savoir que dans notre opposition, il y a deux types d'opposition. Il y a la vraie opposition, il y a l'opposition de façade. Il y a certains acteurs politiques de l'opposition qui semblent beaucoup plus davantage jouer le jeu du parti au pouvoir. C'est-à-dire la distraction. Absolument pas. Voilà pourquoi il y a la vraie opposition à trouver pour eux. Justement, mais s'ils peuvent trouver pour eux, dans les rangs du parti au pouvoir, mais en allant distraire les autres. Beaucoup d'acteurs politiques de l'opposition travaillent comme ça. Et le RDPC aime bien ce type de personnage. Donc je crois que il y a beaucoup d'acteurs de politique de l'opposition qui travaillent pour le compte du RDPC, mais qui portent le manteau de l'opposition. Voilà pourquoi toutes ces initiatives-là échouent, parce que ces acteurs-là infiltrent ces groupes, infiltrent ces initiatives et commencent à travailler pour déstabiliser les belles initiatives comme le groupe de Douala, par exemple. Oui, Anissé Kane, Sambaka, Henriette Ekwe, vous pensez, professeur Abba Oyono, qu'ils peuvent être infiltrés aussi facilement? Ce qui est regrettable, justement, c'est que nous ayons des acteurs politiques de l'opposition qui sont sur la scène politique depuis presque 30 ans, comme le nom que vous avez cité, et qui mettent en place une initiative louable comme celle-ci, et qui aujourd'hui ne comprend plus trop ce qui ne va pas, où chacun sort de son côté, chacun peut en communiquer pour désavouer l'autre, ça devient compliqué. Donc je crois que si certaines figures de l'opposition qui sont là depuis 30 ans n'arrivent pas à se mettre ensemble pour créer une initiative loi parce que en face nous avons un peuple qui a soif du changement. C'est ça le problème. Mais est-ce que... Vous avez la machine qui sonde de cette forme? Ah oui, d'accord. Jean-Jacques, lorsque vous parcourez notre société, vous comprenez que les Camerounais ne se reconnaissent plus au Cameroun. On a l'impression qu'on a transporté les Camerounais, on les a amenés ailleurs qu'au Cameroun.
Donc, ces Camerounais ont soif du changement. Nous, on est au quotidien avec ces gens-là, au village, au quartier, au marché. On comprend ce qu'ils disent. On sait. C'est les Camerounais qui transpirent la souffrance. Et lorsqu'on transpire la souffrance, on a soif d'un changement, d'un souffle nouveau à la tête de l'État. Donc, je crois que des initiatives comme ça, là, devrait logiquement se mettre en place pour pouvoir combattre la mastodonte qui est en face. Alors, Elie Lobé a été chassé, il s'est d'ailleurs plaint un peu partout, ne comprenant pas exactement ce qui s'est passé pour qu'il soit mis hors jeu dans une initiative qu'il a apportée. Serge Anthony, aujourd'hui, c'est Sambaka, Anissé Kane qui sont restés les deux têtes de proue de cette affaire, qui se divisent sur la sortie d'Abba Oyono. Est-ce que ce groupe de Douala n'est pas né pour mourir prématurément? Né pour mourir, je ne pense pas, étant donné que en très peu de temps, c'est un groupe qui a fait tache d'huile sur l'espace politique camerounais. Et la situation que nous vivons depuis 24 heures à peu près renvoie tout simplement à la ligne éditoriale qui a fondé ce groupe. Vous avez évoqué M. Abel Elie Lobé qui est parti ou bien qu'on a fait partir. Et je me souviens, j'étais à l'étranger, j'ai vu une de ses interviews sur votre chaîne, qui lui-même ne comprenait pas les raisons de son éviction du groupe. Mais ma foi, quand vous analysez les deux ténors qui sont restés, la première chose, c'est que vous observerez que M. Ekane Anissé, c'est un vieux politicien. Il a été un acteur de Villemôtre dans les années 90 et il est resté fidèle à ses convictions. C'est un panafricaniste, c'est quelqu'un qui est contre le néocolonialisme, la preuve. Il a toujours combattu par exemple les aspects comme le franc CFA, il me dit, et il est resté droit dans ses bottes. Et vous verrez par exemple, quand vous partez de l'autre côté, donc notamment M. Sambaka, vous verrez qu'il a été vice-président d'un parti, de l'UDC, et il a finalement démissionné parce qu'il a jugé que après la mauvaise éjection, la succession. Voilà, donc et il a emprunté un autre parti, ça n'a pas été très bien là-bas, je crois bien. Et aujourd'hui, étant un acteur politique de renommée, voilà, il s'est dit, on va aller dans le sens de la mobilisation consensuelle visant à présenter un candidat unique, même s'il appelle candidat consensuel, mais c'est en fait mettre un candidat face au RDPC. Et je pense que les préalables qui ont conduit à cela, c'est d'avoir un candidat qui puisse susciter une adhésion forte de toute la communauté camerounaise. Et Abba Oyono a fait partie des travaux, le professeur pour le respecter, voilà, et il va que son apparition le 31 mai à Paris est venue sonner le glas de son appartenance à ce groupe. Mais je voudrais davantage dire que la première chose, c'est qu'il faut comprendre ce qui s'est passé. Pas seulement jeter l'anathème sur le groupe de Douala, comprendre parce que... Comprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est le professeur Abba Oyono. Voilà, parce que c'est de là où la discorde naît. Et je crois que quand vous êtes dans un groupe, vous êtes censé faire une homogénéité sur l'idéologie ou les fondements qui vous mettent ensemble. Et voir que après avoir porté certains travaux, vous avez l'un de vos compères qui apparaît. Parce que ça, c'est une apparition, personne n'avait imaginé, personne ne l'avait vu venir. Sur le plancher à Paris, avec un autre opposant, voilà, de renommée, il faut le préciser, sans que vous ne soyez informé, ça pose une gêne. Et peut-être, le président Ekane qui a pris le communiqué s'est dit, il est certainement venu chercher nos stratégies pour concéder au parti d'en face. Donc, le président de ce parti, non seulement il se voit déjà président de la République, non seulement il a décidé d'apporter le changement après un minimum de 50 morts à venir pour la campagne qui va s'annoncer, ou bien alors une crise post-électorale qui certainement verra le jour selon ses prédictions. Ça fait que, en toute responsabilité, avec la notion républicaine,
que personnellement, moi je sais du président Ekane Anissé l'a dit, il préfère se démarquer de cela. Et quand vous lisez les deux communiqués, vous comprenez que, en réalité, le président Ekane a effleuré un peu les motivations qui ont poussé à cela. Par contre, le président Sambaka, voilà, il fait tout simplement l'objet de se désolidariser de l'initiative. Ça veut dire qu'en réalité, dans le groupe de Douala, il n'y a pas un accord parfait sur ce qui fonde l'existence de ce groupe. Et naturellement, ça peut amener à une implosion comme cela. Mais quand vous lisez le communiqué du président Ekane, elle renvoie à ce que les consultations se poursuivent. Il y a un travail de fond. Donc ça veut dire que... Selon le dernier communiqué conjoint, voilà. On avait annoncé que les consultations se poursuivent. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que ce travail ne s'est pas arrêté. Et il ne va forcément pas s'arrêter parce que l'un a désavoué l'autre. Et il faut préciser que là-dedans, ce qui est curieux, et c'est là où je peux emprunter un peu une idée au politologue qui a parlé, au juriste oui, qui a parlé précédemment, c'est que le président Ekane, lui, il tense à Baoyono, le professeur qui était avec eux. Et le président Sambaka, lui, vient plutôt tenser Anissé Ekane. Ça crée un imbroglio et on a envie de se demander qui en réalité joue les jeux troubles dans cette affaire. Parce que la démarche du président Ekane résiste à préserver en réalité le fondement ou alors ce qui a motivé... Sauf qu'il n'a pas fait cette sortie lorsque Abba Oyono a pris la parole au congrès du PCRN par exemple. Il n'y a pas eu cette réaction. Oui, mais sauf qu'il faut aussi analyser. Première chose, les événements de Paris se passent hors territoire national. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, naturellement, Abba Oyono, qui fait partie du groupe, n'a pas communiqué là-dessus. Alors que, certainement, peut-être pour le PCRN... Et le PCRN n'a pas dit qu'il soutenait Kaba Livi. Non, je dis que voilà. Et peut-être même, il a dû dire à ses frères, parce que vous avez vu le congrès de l'UMS qui est passé il y a quelques jours. On a vu Adamou Koupit, on a vu le président Hilaire Zipan, on a vu plein de présidents d'autres partis. Mais là-bas, il n'y a que le président, le professeur Abba Oyono, autant pour moi, et je crois bien l'honorable Nietzsche. Ça pose un certain nombre de problèmes, d'autant plus, et ça c'est ce qu'il faut préciser, c'est que le discours qui a été délivré par le leader du parti politique qui était présent à Paris, c'est un discours dangereux pour la nation camerounaise. Étant donné qu'il a fait évocation aux morts du Sénégal pour ameuter ces troupes, voilà, qui jusqu'ici, par des actes de violence qui se sont traduits auparavant et qui se sont même traduites à la suite des manifestations de Paris, nous avons tous les images, voilà, encore que j'avais des gens sur place, voilà, ça démontre à soi que il y a quelque chose de dangereux qui est en train de se préparer. Et Anissé Ekane ne veuille pas s'associer à cette démarche-là de violence et même, je pourrais même dire, insurrectionnelle. Parce que évoquer déjà des morts, ça veut dire que c'est déjà un appel implicite à l'insurrection qu'on est en train de lancer. Donc, moi, je comprends bien la posture du président Ekane Anissé. Je comprends moins celle du président Sambaka. D'ailleurs, je les côtoie tous les deux, voilà, mais je comprends moins parce qu'aujourd'hui, je pense que le Cameroun c'est pas de bon augure en tout cas pour le groupe de Douala qui avait quand même charrié quelques espoirs dans le cadre justement de la recherche de ce candidat soit consensuel, soit unique, soit de la coalition de l'opposition. Sauf que Aristide Banda, sur cette question de groupe de Douala et ses sorties qui montrent qu'il y a une sorte d'implosion qui ne dit pas son nom, mais on observe quand même que ça ne va pas depuis la mise en place de ce groupe-là. Vous pouvez comprendre pourquoi? D'abord, ce que je voudrais pouvoir dire, c'est que depuis même la genèse, j'avoue avoir été un peu étonné de l'extrême, enfin des mots qui constituaient le groupe de Douala. Ça avait quand même suscité un peu de curiosité en moi, même si finalement, je ne m'en suis pas tellement, je ne me suis pas tellement intéressé à la question en tant que telle.
Du coup, je subodore que l'impact serait mitigé. Cependant, qu'il faut dire que le foisonnement des initiatives atteste de la vitalité de notre démocratie. Ça procède de la liberté. Les uns et les autres, sachant qu'il y a, comme le frère l'a dit, un mastodonte. Effectivement, le RDPC est un mastodonte. C'est ce qu'il faut dire au monde entier. Je puis comprendre que des initiatives qui prennent en compte les réalités locales ou qui aillent dans le sens de du rassemblement soient pensées, mises en œuvre, déclinées, mais dans quelles conditions, dans quel cadre? Voyez-vous, l'élection présidentielle ne se prépare pas sur une année, en 6 mois. Même si on a eu des cas exceptionnels dans le monde, où quelqu'un jaillit de nulle part et en fin de compte, il crée la surprise. Si c'est la rencontre d'un peuple, d'un homme avec son peuple, elle se prépare en amont. On élabore, on construit, on noue des alliances. Quelle est cette agitation subite qu'il y a, même si c'est des acteurs reconnus? Moi, j'ai un très grand respect pour le timing. Sambaka, oui, que je n'ai jamais côtoyé, mais que je trouve assez sage. Je le trouve patriote, respectueux des institutions. Anissé Ekane a porté des combats pertinents autrefois. Nous étions jeunes. Pour cela, je lui dois du respect. Mais quel est ce miracle, par quelle alchimie allez-vous parvenir à un résultat probant à 4 mois d'une élection? Alors que c'est un septennat de 7 ans qui court. Voilà ce qu'il y aura l'élection en 2032. À la vérité, ceux qui voudront jouer, c'est aujourd'hui qu'ils doivent fourbir leurs armes. Vous comprenez? Cette stratégie à court terme est assez étonnante pour des personnes aussi structurées. C'est pour ça que le socle ne paraît pas solide. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé d'un impact mitigé. Oui. Et j'ai aussi avoué, je ne vais pas discourir, m'appesantir longuement là-dessus, parce que je ne me suis pas intéressé en tant que tel au mouvement dont je ne peux pas en dire. Sauf que Jacques Léonce indiquait tout à l'heure qu'il y a un peu la main de votre parti là-dedans. Lorsque ça ne marche pas, on voit, c'est ça que vous disiez, non, Jacques? Ah oui, ah oui. Non, dès qu'il n'a pas compris. Voilà pourquoi ils peuvent s'asseoir et boire du petit lait. Lorsqu'ils voient l'ATP mourir, l'APC mourir, le groupe de Douala en train de mourir, ils boivent du petit lait. Ça joue pour... Mais ça pas je voulais dire qu'ils nous ont... Le fond de la divergence... Est-ce qu'il met un peu de venin dedans? Oui. Justement, le fond de la divergence... Ça, c'est... Je vais emprunter une très belle expression au secrétaire de la communication. C'est le syndrome du mauvais perdant. Il y a déjà les... Parce que quand je suis souvent étonné lorsqu'on dit le RDPC boit du petit lait. Mais vous oubliez de tenir compte de notre maillage, du travail. Je vous dis comment je suis en train de vous parler. Les gens sont sur le terrain en temps réel et ça depuis... Il n'y a pas des infiltrés du RDPC dans ce groupe-là pour que ça explique. On n'a pas... Je ne sais pas si... On n'exclut personne, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. C'est un parti de rassemblement qui embrasse tout le monde. C'est la raison pour laquelle les gens ont l'impression qu'on se réjouit de la douleur des autres. Nous disons, revenez à la maison, la porte vous est grand ouverte. En même temps, c'est aussi ça la politique. Dieudonné Somba à Temungue, président national du PDCC, merci de nous avoir retrouvés. C'est pas facile de se déplacer en ces périodes de pluie. Bon, j'ai bien pu à la fin. Merci beaucoup de l'invitation renouvelée de votre part. J'espère pouvoir être à la hauteur des attentes de nos téléspectateurs. Je profite aussi également pour saluer les co-panélistes pour pouvoir davantage édifier l'opinion publique nationale et internationale. Mais le PDCC, vous n'avez pas encore de congrès. C'est l'actualité. Tous les partis organisent un congrès, investissent les candidats. Vous attendez quoi? C'est comme si vous étiez dans les secrets de Dieu. Ah, il se prépare. C'est le bureau politique du PDCC se réunira demain pour statuer sur la pertinence ou non à tenir notre congrès. Donc, le bureau politique va décider. À l'issue de nos exercices de demain, nous saurons s'il faudrait effectivement tenir le congrès. Alors, on parle du groupe de Douala et l'actualité qui montre qu'il y a des désaccords au sommet de ce groupe de Douala et ce n'est pas la première fois. Est-ce que ce groupe de Douala, né comme il est né, selon Aristide Manda, pratiquement à la 24e heure, est-ce qu'il ne montait pas déjà les signes de structure qui va imploser? Bon, en fait, on ne va pas dire que c'est la première initiative des leaders de l'opposition. Hein. Depuis, c'est pas aujourd'hui que nous travaillons. Les leaders de l'opposition travaillent depuis belle lurette. Et puis, c'est bien beau que les gens du RDPC essaient de banaliser. C'est pas eux qui ont parlé. Hein. Bon, en fait, c'est bien beau qu'ils essaient de banaliser ou bien qu'ils se moquent de ce qui se passe. Mais bon, je vais dire que vous leur donnez aussi l'occasion. Si ça nous disait... Si les efforts ou les initiatives de l'opposition ne disaient rien au régime Biya,
on n'aurait pas eu autant de blocus, on n'aurait pas eu autant d'interdictions aux manifestations publiques systématiques presque des leaders des partis politiques au Cameroun. Vous voyez bien que le professeur Maurice Kamto, son meeting du week-end dernier, nous donne une grande leçon. Ça veut dire qu'il faudrait que... Donner une leçon à qui? À nous de l'opposition, parce que nous comprenons davantage que, comme au Cameroun, s'exprimer librement devient... Les libertés publiques deviennent presque interdites. C'est-à-dire un parti politique ne peut pas tenir un congrès, ne peut pas tenir un meeting. Un élu, président de parti... Jusque-là, tous les congrès sont tenus. Un élu, pas tous les congrès. Un élu, président de parti politique, Laurent Kabal Libi, qui a essayé de faire le tour au Cameroun, à l'intérieur du pays, qui a été bloqué partout. Ça voudrait dire que Maurice Kamto nous a montré le chemin que quand nous voulons faire un meeting, il faudrait aller à Paris ou à l'extérieur du pays. Et peut-être même que Kabal Libi, si on avait su, Kabal Libi aurait fait que quand il va en Gaoundéré, par exemple, si l'ambassade de France ou l'ambassade de Russie a un consulat en Gaoundéré, c'est là-bas qu'on va... Il vient de faire le tour des villages du Nord, presque tous les arrondissements dans le Nord, d'aller dans les zones les plus reculées. Il y a eu en fait, c'est-à-dire que Kabal Libi a été bloqué d'une manière systématique où un gouverneur et un préfet l'ont même presque interdit de circuler dans la Damawa, même dans certains départements. Alors c'est ça qui justifie que les initiatives de l'opposition ne marchent pas. Bon là c'est autre chose. Maintenant pour les initiatives... C'est ça le sujet en fait. Mais là ça c'est pour le cas des initiatives, parce que là quand même, je réitère que c'est comme ça que nous allons peut-être fonctionner maintenant pour que nous puissions nous exprimer. Vous voyez que Maurice Kamto est allé à Paris. Nous tous les Camerounais, les militants du MRC, partout ils sont, les sympathisants du MRC, partout ils sont, ont écouté, ont eu le message. Jamais au Cameroun ne pouvait faire ce meeting. Et nous aussi... Alors celui qui faisait les meetings avec le ballon et le maillot là, nous autres, c'était pas peut-être c'est comme ça que nous allons faire. Bon, maintenant, pour ceux qui... Monsieur le Président, celui qui faisait les meetings avec le ballon et le maillot là pour le penalty là, c'était pas lui. Bon, c'était à une période électorale, mais est-ce qu'après ça, il a pu tenir ce meeting? Il a tenu des meetings au Cameroun. Il a tenu les meetings d'installation des responsables du parti. En 2024. Il a fait le tour quand même d'installation. Le fait est que Maurice Kamto, avec ses militants, ont marché et ils sont allés en prison. C'est un fait aussi. Non, je parle... Non, c'est un fait. C'est un fait. Ça veut dire qu'au Cameroun, pour s'exprimer, c'est pas facile. C'était juste... Voilà, maintenant, pour les... Pour exprimer pourtant, nous savons passer le spectacle nous sommes pas là pour se battre. C'est le musée, ça. C'est ce qui va nous dire ce qu'on va parler. C'est ce qui va parler. Vous avez des personnes qui va parler. Rassemblement démocratique. Vous allez quand même là. Nous avons une entreprise, s'il vous plaît. Nous avons une Cameroun. On va arriver au thématique. De toute façon, c'est moi qui parle. Là, on parlait tout à l'heure, là, je vous vous embêterez davantage. Comme vous avez amené le sujet. Allons-y maintenant au deuxième sujet. Effectivement, les leaders de l'opposition s'activent. Nous travaillons depuis beaucoup d'années. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça m'amuse bien quand le monsieur du RDPC qui se fâche déjà davantage du fait qu'il voyait la multitude d'initiatives de l'opposition. Tenez-nous tranquille, nous allons continuer. Certes, il y a comme dans la vie normale, il y a des brebis galeuses, il y a des projets qui marchent, il y a ceux qui ne marchent pas. Mais il y a un seul qui marche là-bas. Mais à la fin, l'opposition, nous pensons que toutes ces initiatives, à un moment donné, vont se foisonner pour que nous puissions avoir... Est-ce que vous avez encore le temps? Est-ce qu'il y a encore du temps? Il y a du temps. Le corps électoral peut être convoqué dans les prochains jours. Est-ce qu'il y a encore le temps? Vous pensez que c'est le RDPC, celle-là, qui maîtrise le temps? Personne n'a prononcé le RDPC. On fait la promotion du RDPC. Est-ce que vous avez le temps? Répondez à la question du journaliste. Voilà. C'est le RDPC qui dit que depuis, c'est pas en 6 mois, 4 mois, non, nous savons le temps. Ils ne sont pas les seuls à connaître que... Le groupe de Douala ne s'est pas encore prononcé sur son choix. Ils sont encore en consultation. C'est évident. L'ATP annonçait des élections digitales, primaires digitales. On n'en parle plus depuis un bon bout. L'APC a choisi Maurice Kamto. Il n'y a plus au débat. Il y a l'ATR. L'ATR qui n'a présenté personne jusqu'à présent. Vous allez surprendre les Camerounais. En fait, toute cette plateforme, c'est le regroupement des partis politiques. C'est-à-dire que au sein des différents partis politiques, il y a une organisation interne. Et le moment venu, nous vous dire, le moment propice, vous aurez les résultats. Tout ce que je peux vous dire pour le moment. Alors, donc le RDPC, le régime Biatam,
Il y a du loup qui arrive, c'est ça. Peut-être que le résultat est sorti à Paris, aux États-Unis, à Bruxelles, qu'ils attendent. Donc vous irez à Paris pour dire que voici notre Cameroun, est-ce que c'est à la place de la République. Peut-être à Bruxelles, peut-être aux États-unis, on va essayer. À la place il y a la place de la réunification aussi. Non, et au Cameroun, non, avec le régime Biya, c'est impossible. Non, avec le RDPC là. Vous irez vous prononcer à Paris. L'opposition que... Ce sera l'appel de Paris, c'est ça? Non, peut-être ça sera l'appel, peut-être même de New York. On va voir. Bonsoir, monsieur le modérateur. Merci à votre panel. Très bon thème. Je souhaite vraiment que vous fassiez écouter au monsieur en chemise blanche certaines de mes prises de parole, notamment la première qui a dit qu'on doit cesser d'être objectif quand on vient défendre une position sur un plateau de télévision. Depuis 92, ceux qui suivent l'actualité politique au Cameroun savent que certains hommes politiques dits de l'opposition sont en fait des infiltrés du RDPC dans l'opposition. Ce n'est plus un secret. En 2018, regardez la composition du fameux G20. Vous les verrez là-bas pendant le grand dialogue. On sait ce qu'ils ont fait. L'ascension des membres d'une association est l'aboutissement d'un processus que tout le monde connaît. Merci, Constant Ambela. Il faut dire que le G20 ne se cache pas. Le G20 a dit que nous on soutient et ils ont soutenu ouvertement leurs candidats. Est-ce qu'on va considérer qu'ils sont ou pas des infiltrés? Alors, il y a un autre message qu'on aura la possibilité de lire également. Voilà, bonsoir Jean-Jacques et à tout votre panel. Ce groupe de Douala, pour ma part, je pense qu'il gagnerait à mettre un monsieur comme Maurice Kamto comme président. Soyons réalistes. Le seul qui peut vraiment s'opposer au RDPC, c'est monsieur MK, Maurice Kamto. Monsieur Jean-Jacques, je vous promets, écoutez les gens dans les rues. Le peuple ne veut que le changement. Monsieur Manda, vous êtes tellement éloquent, vous ferez un bon président du RDPC au lieu de pousser votre arrière-grand-père qui a tout donné au Cameroun de se représenter. Quand même, monsieur Biya restera une légende. Mais l'heure du changement est arrivée. Nous voulons voir autre chose. Le professeur Maurice Kamto, monsieur Cabral, monsieur Akeremouna, monsieur Joshua, que un de ces hommes prenne de grâce Thierry de Mokolo, fidèle au grand soir. Thierry de Mokolo, tu as l'outil, le bulletin de vote. Voilà, maintenant, n'interdisez pas aux autres de défendre ou de soutenir le candidat. Bonsoir Jean-Jacques, à tous les panélistes, et à vos millions de téléspectateurs. Pourquoi vous ne commentez jamais les propos du docteur Rifoué qui clairement avait dit si Kamto gagnait les élections présidentielles, il demanderait à l'armée de faire un coup d'État. Si c'est un président d'un parti politique, on allait commenter. Voilà, il faut aussi qu'on dise que si tous ceux qui murmurent ou disent des choses, on les suit, on fera des émissions tous les jours, parce que nous-mêmes là dans le taxi, ce qu'on dit là-bas est souvent assez fort. Si maintenant, si c'est un responsable du parti politique, on ne laissera pas passer. Là, c'est un leader. Et je crois que sur cette question, le docteur Rifoué a reprécisé sa pensée là-dessus. Maintenant, c'est à prendre ou à laisser. Ça n'engage que ceux qui intéressent. Alors, de faire un coup, le TikTok que je vous ai proposé, Dieudonné Essomba parle bien de la machette après Biya, Joli Minko du côté de Sangmelima. Je ne sais pas ce qu'il a dit, Dieudonné Essomba. Pas celui-ci, hein. Ce n'est pas le Dieudonné Essomba. Non, oui, ce n'est pas vous qui avez parlé de machette. Il avait dit que si certaines choses se passent comme elles se passent, peut-être la transition se jouera à la machette. Il n'a pas dit que les gens vont découper les autres. Je crois qu'il faut comprendre le fond de sa pensée. Bonsoir le panel. C'est fini pour le RDPC. Nous sommes derrière Maurice Kamto. En octobre, Liman depuis Kousseri. Voilà, c'est fini. Aïssé Manda, il a proclamé la fin du RDPC. Le peuple veut un changement pacifique. À Maoua, de Maroua, nous, là, dans ce sens-là, nous sommes tous ce peuple-là qui veut un changement pacifique. C'est pour ça qu'on vous rappelle que l'outil adéquat, c'est le bulletin de vote. Il est imparable, ce bulletin de vote-là. Sur les initiatives de l'opposition, tout aujourd'hui ne montre pas une météo forcément agréable. C'est le fruit de l'impréparation ou les égos surdimensionnés qui finissent par ne pas faire une bonne mayonnaise. Oui, peut-être une sorte d'impréparation, mais davantage pour moi une bataille qui continue d'être menée. Vous savez, c'est pas évident d'être opposant entre guillemets dans le contexte camerounais.
Vraiment, c'est pas évident. Les acteurs politiques de l'opposition font face à la brutalité administrative qui nous est régulièrement servi par le RDPC. Vous avez un monsieur qui est censé être le garant de l'ordre public qui tient souvent des discours très durs. Il est là. Et il ne s'en cache pas. C'est un membre du RDPC. Il ne s'en cache pas. Et les discours qu'il tient souvent envers certains acteurs politiques de l'opposition, c'est des discours très violents. Et c'est pour cela que l'opposition ne s'entend pas. Elle est frileuse, c'est de définir l'opposition comme... c'est une opposition. Elle est frileuse. C'est une opposition qui évolue dans ce contexte-là. Là, c'est l'opposition n'écoute même pas Maurice Kamto, alors. J'ai dit, c'est une opposition qui évolue dans ce contexte-là, où vraiment on ne donne pas l'opportunité de se mouvoir. Vous avez beaucoup d'acteurs politiques de l'opposition qui souffrent de ça. On parlait tantôt de M. Cabal, qui quand même a bénéficié d'une décision de justice, mais qui a un monsieur là qui continue d'être ami avec le MINAT et qui continue de gêner. Donc, vous avez quand même des messieurs comme ça qui marchent carrément sur les décisions de justice. Et ils vous disent que ce n'est pas le voix bébé l'opposition. Voilà, et qui sont capables parfois de nommer des secrétaires généraux, des présidents dans cette partie de l'opposition. C'est donc une opposition qui évolue dans ce contexte-là, où elle n'a pas l'opportunité de travailler, de bien se mouvoir. Donc il y a aussi peut-être l'impréparation, mais davantage cette brutalité administrative qui nous a servi par le parti au pouvoir. Donc qui ne donne pas l'opportunité. Alors l'intelligence politique fait par exemple que lorsque les choses comme ça se passent, Cabral Libi tient un discours plutôt porteur. Et ça semble marcher. Il ne se victimise pas du matin au soir, il continue son travail comme ferait tout autre opposant, parce que le pouvoir s'arrache aussi. Normalement, mais sauf que si monsieur Cabral, par exemple, avait été dans un contexte où on le permet de jouir pleinement de sa fonction de président du PCN, on ne serait plus à ce niveau où on est là. Il aurait évolué quelque part. Peut-être dans les alliances, dans Donc vous dites que les alliances ne marchent pas parce que les leaders politiques de l'opposition évoluent dans un contexte de brutalité. Oui, c'est vicieux. Vraiment, le contexte politique à est très vicieux pour ces leaders politiques de l'opposition. Ça veut dire qu'ils sont condamnés, alors ils n'iront pas aux élections. Absolument pas. Le président a dit qu'il y a encore du temps. On n'a pas convoqué le code électoral. Donc il y a encore du temps pour travailler. Mais si ces acteurs politiques de l'opposition avaient été mis dans un contexte véritablement démocratique, vraiment, on aurait quelques résultats aujourd'hui. Voilà pourquoi ils sont encore en train de travailler, parce qu'on ne leur permet pas de travailler sainement. D'accord. Bonsoir le plateau. Je dis bonsoir aux gens qui ne sont pas sûrs de jouer à un match, mais achètent les maillots. Il y a des penseurs dans ce pays qui disent bonsoir aux gens qui ne sont pas encore sûrs de jouer un match, mais achètent les maillots. On verra qui seront qualifiés, qui sera qualifié dans les prochains mois. Frédéric depuis Ngousso. Serge Anthony, lorsqu'on écoute le juriste et le leader politique, on a l'impression que l'opposition ne réussit pas à s'organiser parce que le régime en place ne facilite pas les choses et est même un peu brutal vis-à-vis de cette opposition. À mon sens et de façon objective, je trouve que c'est un argument de paresse qui est avancé ainsi. Pourquoi ? Je vais m'inspirer d'une parole du président de la République à la conférence de la paix en 2019 à Paris. Nous y étions. Il disait ceci à M. Mo Ibrahim, qui l'interviewait. Il disait que mon pays est compliqué. Et j'ai envie de demander à tous ceux qui sont là, leaders de partis d'opposition, analystes, quand vous regardez le Cameroun, vous ne trouvez véritablement pas que c'est un pays compliqué? Parce que c'est de là que nous devons partir. Bon, c'est peut-être un pays qu'on a compliqué. Non, permettez. C'est un pays qu'on a parce compliqué. Que, non, pas qui est compliqué. Non, s'il vous plaît, monsieur l'analyste, l'erreur que nous faisons, c'est que c'est les autres qui sont responsables du malheur, jamais nous. Questionnons-nous sur notre apport dans la société, dans la vie quotidienne, dans nos familles. Le lot d'actions que nous observons, vous parlez tout à l'heure de brutalité. C'est le RDPC ou c'est le gouvernement qui peut instruire ou enjoindre quelqu'un de se saisir d'un poignard et d'arracher la vie à un enfant de 6 ans? Non, nous faisons très attention. Il y a un problème, c'est que notre pays a une marche depuis 1884. C'est une histoire. Si nous n'interrogeons pas l'histoire de la marche de notre pays, nous ne comprendrons jamais les réalités de notre pays. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui
avec les atermoiements de l'opposition qui ne comprend pas déjà ce que c'est le Cameroun. Et pourquoi je le dis? Tout à l'heure, M. Manda convoquait un élément important, le temps. Vous croyez véritablement qu'on prépare une élection en 4 mois, en 6 mois? Non. Maintenant, pour revenir à la question des groupes des partis politiques et autres qui se mettent ensemble, je vais vous poser une question très simple et je pourrais répondre. Quelles sont les idéologies des partis politiques? Parce que même pour faire des alliances, il faut des idéologies qui se rapprochent. Vous pourriez me dire quoi du Manidem, de l'UPC, du SDF, du MRC? Mais c'est un melting pot, je suis désolé. Et c'est la raison pour laquelle, après le vacarme dont on est souvent servi, en dépit des problèmes réels que nous avons, les gens arrivent toujours à la raison, au final, de se dire, il est mieux d'être, entre guillemets, avec un diable que je connais, qu'avec un ange que je ne connais pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y a aucune offerte. Il n'y a aucun projet. Parce que moi, je suis amusé. J'ai fait l'analyse. Depuis 2024, il n'y a aucun parti politique dit de l'opposition qui a un projet d'alternance au Cameroun. Et je vais vous expliquer ce que c'est un projet politique. Un projet politique, ce n'est pas des énoncés d'idées, des volontés de faire, de changer. Mais un projet politique, c'est des énoncés d'idées, c'est leur coût estimatif en termes de budget et c'est leur réalisation sur le temps. Qui peut nous dire au jour d'aujourd'hui que je suis capable de créer 1 million d'emplois en 3 ans? Et voilà les mécanismes. Il n'y a aucun parti politique. Ne nous leurrons pas. C'est la raison pour laquelle, quand le mastodonte RDPC va arriver, il va vous dire que bon, une opération de 25 000 emplois, ce qui rentre dans sa trajectoire, sa vision et sa façon de faire, on va le Sauf suivre. que sur 10 messages que nous recevons, les gens parlent du changement. Ça ne vous inquiète pas. Non, ça ne veut pas dire. Est-ce que ça ne vous parle pas? Vous savez, gens qui veulent le changement. Vous savez, monsieur, pourquoi j'ai convoqué le fait que le pays soit compliqué? C'est justement parce que les Camerounais n'ont pas le recul de se poser les bonnes questions sur comment nous voulons notre pays. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde veut vous dire, on veut le changement, on ne fait pas le changement pour le changement. Et on peut convoquer des éléments historiques. Le Mali, qui est un pays d'Afrique, a eu 5 présidents en espace de 30 ans. Le Mali est divisé. Hier encore, on attaquait ce Mali. Un pays comme le Burkina Faso en a eu, en l'espace de 10 ans là, ils sont au 3e président. Vous croyez que quelque chose a fondamentalement changé? Je crois que c'est le projet de société qui est important et c'est celui-là qui fédère les populations. Les gens confondent le mal-être. Mais on ne dira pas que les leaders des partis de l'opposition, les candidats n'ont pas de projet. Ils n'ont pas, je suis désolé de le dire. Peut-être qu'on les écoute pas. Non, Jean-Jacques. Moi, chaque fois que j'écoute Jean-Jacques, ces gens, il y a toujours un projet. C'est même pour cela qu'on a initié une émission ici, il faut qu'on le dise, à Info TV, pour permettre aux gens de parler enfin de leur projet. Et quand ils parlent, on sent qu'il y a du contenu. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on ne les écoute pas, on les étouffe, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projet, ça qu'on leur donne la possibilité. C'est du grand oral. Vous savez, moi je peux dire des choses très simples. Le Cameroun a un problème. Il y a un problème d'emploi, de la jeunesse. Oui. On a un problème d'infrastructure. Ça, c'est là. Vous comprenez un peu? Et on a certainement un problème de souveraineté. Les gens parlent de nationalisation de nos entreprises. Je prends ces 3 tableaux. Dites-moi, quel est l'opposant qui est venu vous dire que je suis capable de vous produire 1 million d'emplois? Il n'y en a aucun. Non, moi je peux vous donner les noms. Oui, donnez-moi un seul nom. Je peux vous donner des noms. Oui, donnez-moi. Allez, je prends Jean Baïbek, qui propose par exemple de créer les CDC dans chacune des 10 régions. À la dimension de la CDC que nous connaissons, si chaque région a
une structure comme la CDC, qui est déjà le plus gros employeur après l'État au Cameroun, imaginez combien ça peut faire. Non, il y a des projets. La question, c'est là que je vous ai dit que c'est pas ça un projet. Comment ça se passe un projet? Finance comment? Pourquoi c'est pas ça un projet? Non, sans accéder. Pourquoi c'est une idée. Il n'a pas inventé. Il vous dit que CDC coûte 10 milliards. Est-ce que c'est difficile d'avoir 100 milliards et d'avoir... C'est très facile. Vous savez, moi, je travaille dans le management des projets. Si j'en parle aujourd'hui, parce qu'il y a des travaux techniques que j'ai menés avec des experts de haut vol. Et je suis péremptoire là-dessus. Pourquoi? Donc vous avez un leader. Je suis péremptoire là-dessus. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous pouvez ne pas être d'accord. Lorsqu'on vient sur le plateau pour dire que les autres n'ont pas de projet... Et il n'y en a pas. Bon, dites-moi quel est le projet politique des opposants que nous pouvons retenir. Il n'y a pas quelqu'un. Des partis d'opposition. Lequel? Très bien. Lequel? Monsieur le Président. J'ai un président en face. Monsieur le Président, répondez à la question. On peut aller à la démo. Allons-y, monsieur. C'est vrai que c'est quand même bizarre au pays. Au pays, là, les gens qui sont au pouvoir, mais les gens qui sont proches du pouvoir ont une myopie politique. Parce que quand vous regardez, non seulement la très grande chaîne de télévision Info TV, où plusieurs présidents de partis politiques viennent ici. Oui. C'est vrai que je ne vais pas faire leur apologie ici parce que moi, monsieur, président de parti, mais nous avons vu Cabral Libye passer ici, nous avons vu présenter. Je les ai suivis. Vous avez suivi? Oui. Non, peut-être que vous êtes suivi. Il n'y a personne, je le dis de façon péremptoire, il n'y a aucun responsable sur 90 minutes, il ne vous dira pas les détails. Mais l'annonce. Mais c'est pas comme ça. Au moins la vision. Dans les grandes démocraties, vous voyez donc que vous revenez sur la vision. C'est clair que vous voyez ça ainsi parce que c'est technique. Vous avez le régime. C'est technique. Non. Il a trouvé beaucoup d'entreprises qui sont mortes complètement. J'ai fait gestion des entreprises. Comment de la baisse marketing en développement comme vous. Non. Donc vraiment, sur ce niveau, les partis politiques ont... D'accord. Et non pas, ils ont des énoncés. S'il vous plaît. Il faut qu'on soit quand même d'accord. Et qu'on respecte Serge Anthony. Et qu'on respecte ces Camerounais qui s'engagent à une élection présidentielle. Je ne suis pas sûr. Je suis d'accord avec vous. Qu'ils sont sortis de nulle part. Mais il faut prendre le temps de les écouter. Peut-être pas vous, mais inviter les Camerounais à trouver comment les écouter. Peut-être qu'ils n'ont pas suffisamment d'espace d'expression. Non, un projet politique, je vous le dis de façon sincère. Si vous rappelez le candidat en 92, nous savons ce qui s'est passé au Cameroun dans l'élection présidentielle en 2025. Et vraiment, tous les Camerounais qui avaient voté pour l'opposition, c'est tellement idiot parce que ces partis politiques ne sont pas de projet. Vous avez dit que donc c'est maintenant que nous n'avons pas de projet. Mais vous il n'y en a pas 18 à combien là? Vous comprenez que 1884, j'ai parlé de 18 l'histoire du Cameroun. Vous voyez que les choses ce n'est pas ça. D'accord, on ne va pas avancer. Je peux vous dire, même le RDPC, il y a des choses qu'on peut lui reprocher, mais je dis, sur l'enjeu électoral d'avenir, aujourd'hui, M. Jean-Jacques a posé un sujet. Non, vous savez ce qui est gênant au Cameroun. Qu'est-ce qui est gênant? Ce qui est gênant au Cameroun, c'est que les gens refusent la technicité. Ils ont la myopie des actions des autres. Tout ça. Non, je ne parle pas de on va sortir de là, on va sortir de là. C'est que vous n'avez pas Dieudonné éléments. S'il vous plaît. C'est pas ça le problème. On est en démocratie. Technicité, c'est quoi? Merci. Merci. On va avancer tout en disant que lorsque les candidatures seront validées, on organisera des émissions thématiques. Si c'est sur la route, chacun dira ce qu'il entend faire. Mais je suis encore de ceux qui pensent que ils ont des projets. On ne se laisse pas n'importe comment en une minute, pour venir. Ils ont des belles idées. Le système, c'est de voler le peuple. Pour leur dire que non, c'est le RDPC. Vous croyez que je suis fier de casser ma voiture dans les routes? Alors, l'heure du changement. L'heure du changement est arrivée. Oui, on a compris cela. Permettez qu'on lise un ou deux messages. Bonsoir à tous. C'est quand même terrible que les partisans du parti au pouvoir soient aussi imbus. Le RDPC n'a jamais été dans l'opposition. Le pouvoir lui a tout donné. Lui a été donné. Il bénéficie de tous les avantages de ce don. Qu'ils ne s'en gargarisent pas. Leur maillage n'est pas le fait de travail sur le terrain. C'est plutôt l'assise de l'administration qui capitalise tout cela. Donald, du côté de Nkwaban, c'est pas possible, Seigneur. Donc, faut attendre 7 ans pour promettre 25 000 emplois avec un SMIC de 36 000 à une jeunesse qui souffre. Demander aux autres de trouver des solutions pour 1 million d'emplois. On attend aussi, on attend que votre champion vienne aussi nous dire
ce qu'il fera. On veut juste le changement. J'aimerais bien voir ce que ce pays sera après cet exécutif. S'il vous plaît, Stéphane, depuis Malte. On salue les Camerounais depuis Malte qui suivent ce programme de ce côté. S'il vous plaît, avançons. Bonsoir le panel. Vraiment, le monsieur en chemise blanche là, je suis vraiment dépassé d'attendre les propos de ce monsieur là. Voilà, haï de quoi la suite est beaucoup trop nerveuse. On ne partage pas la colère. Ici, c'est la causerie du soir. S'il te plaît, demande au président qui est sur le plateau de nous décliner une seule partie de son programme idée coup sur quoi vous voulez son programme sur quoi Evan de Ndokpassi 14e à Douala. Lorsque le président sera invité à vous la parole, il vous donnera tout cela. Boubakari depuis Marois, dites au monsieur en blanc de nous présenter le projet du RDPC. C'est facile de se monter qu'on est expert, qu'il prenne une fois la carte du RDPC. Il vous a écouté, monsieur Jean-Jacques Zé, votre invité en chemise blanche, vous avez la star maintenant. Il veut prendre le Camerounais pour des imbéciles, leur est au changement. Je suis du RDPC, bienvenue depuis Yaoundé. Vous êtes du RDPC, vous voulez le changement, d'accord. Pour ça, Jean-Jacques, il y a tout votre panel, s'il vous plaît. Dites au monsieur, oh là là, finalement là, je vais être un messager. Je vais me retourner, monsieur en chemise blanche, qu'il cherche son poste doucement dans le RDPC sans insulter nos leaders d'opposition en disant qu'ils n'ont pas de projet. On va sortir de l'alliance parce qu'on a un invité spécial tout à l'heure qui va prendre la place juste dans 5 minutes pour nous parler justement des GECOM qui se tiennent depuis hier ici à Yaoundé. Jacques Léonce, y a-t-il espoir justement que l'opposition se mette ou s'organise mieux? Parce qu'on a vu même au sortir du meeting de Paris, les critiques ne sont pas que venues du RDPC, même au sein de l'opposition, il y en a qui ont commencé à dire tout et rien à partir de... Oui, il y a lieu d'espérer quand même que l'opposition, entre guillemets, comprenne que là, il faut absolument mutualiser les forces. C'est quand même un peu prétentieux pour mon frère d'en face d'imaginer qu'il n'y a aucun parti politique de l'opposition qui a un projet viable. C'est prétentieux. C'est pas prétentieux. J'ai pris le temps d'étudier. Vous pouvez le considérer ainsi, mais j'ai pris le temps d'étudier. Lorsqu'on a un minimum de respect pour ceux qui s'engagent en politique, on ne peut pas dire ça. Donc je crois que il est impérieux pour nos acteurs politiques de l'opposition de comprendre qu'il faut mutualiser les forces, surtout les forces financières. J'encourage ceux qui font des appels à mobilisation des fonds. Je crois que c'est plus ça. C'est deux qu'on dit qu'ils ne savent même pas encore s'ils vont jouer le match, mais ils ont déjà les maillots. Oui, mais oui, on ne peut pas jouer le match, mais on cède son maillot à quelqu'un d'autre. Il faut déjà avoir le maillot en attendant que le match soit lancé. Si maintenant, si l'arbitre décide qu'on ne peut pas jouer, on donne le maillot à quelqu'un qui est capable de jouer. Dans la liste donc, en principe, c'est bien d'encourager nos acteurs politiques de l'opposition. Vous avez dit que vous lisez 10 messages, 9 disent qu'on veut le changer. Même le RDPC a dit ça. Voilà. Même au sein du RDPC, il y a des gens qui veulent le changer. D'ailleurs, il y a un conseil municipal qui a amené le RDPC en justice. Monsieur Manda était très péremptoire lorsqu'il disait qu'on va aller aux élections. Mais est-ce qu'ils vont aller aux élections avec quel candidat alors que le président de son parti est contesté en justice? Ils vont aller avec quel candidat? C'était juste une parenthèse pour dire que même chez eux, ils ne sont pas très sûrs que ce sera lui. Parce qu'on n'a pas reclenché, c'est encore l'affaire encore pendante en justice. Est-ce que ça dépend de la justice? Ben oui! Vous pensez que ça va prospérer? L'affaire en justice, ça va prospérer. C'est pas parce que l'affaire en justice que c'est une sentence. On dit que votre candidat est vraiment de parenthèse. Nous respectons notre justice. Il va dire un mot. Nous respectons notre justice. D'accord, non, on respecte la justice, mais la justice va dire. Pendant que c'est encore pendant, essayons de dire qu'on n'est pas sûr. Vous voyez bien la posture du communicant du parti au pouvoir. Comment il est respectueux des autres. Parce que vous avez envoyé mon frère là-dessus, nos statuts. Donc il faut comprendre que le président le disait lui-même. Que veulent-ils donc changer? La démocratie, le changement, ou l'homme par qui le changement est arrivé. Je peux, à vous l'opposant, vous dire que il est logique que ceux qui sont à l'extérieur soient imbibés, soient irrigués par un catalogue de bonnes intentions. Parce que ça, tu être très aisé de l'extérieur. Mais nous respectons l'opposition et croyez qu'au Cameroun, personne n'est baïonné. En voici la preuve. Vous dites des choses, vous dites beaucoup d'insanité. Tout ce que vous dites n'est pas agréable.
Vous comprenez? Pour autant, personne ne vous pourchasse pour les idées que vous avez. Attendez, qu'est-ce que vous avez dit? Non. Vous voulez qu'on dise Je des choses que... Je suis donc obligé d'épouser vos idées. Vous vous ressemblerez dans un certain parti proche du terrorisme. Ah, nous allons démonter des menaces là. Non, soyons sérieux. Non, ayons un peu d'élégance. On va rester comme on a commencé. Mais respectueux. C'est très facile. C'est cela que nous parlons de causerie du soir. Le RDPC a ses statuts pertinents. Allons à l'essentiel, oui. Qui dispose clairement que le président de notre parti est le candidat. C'est un débat abscon auquel je ne peux pas me prêter. Vous comprenez, ça manque un tout petit peu de jugeote. C'est pas parce qu'un individu se lève pour dire des choses qu'il comprend à peine. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas un délai qui fixe le mandat du président. C'est au Congrès municipal. C'est un faux débat. C'est que au RDPC, on peut avoir des conseils municipaux qui ne comprennent rien du parti. Vous êtes extérieur. D'accord. Vous ne pouvez pas parler de la chèvre. Je voudrais savoir. C'est bon. Vous avez pris la parole au moins 8 fois. C'est bon. Allez-y. C'est vous qui avez le pouvoir. Le président, ce n'est pas parce qu'on on a 1 minute avant d'accueillir notre invité spécial. On ne s'exprime pas qu'on n'a rien à dire. Non, c'est vous qui avez le pouvoir. Oui, c'est pour ça que je prends la peine. Alors cette affaire n'émeut pas au sein du RDPC. Les plaintes de Léon Taylor au Nana sur l'éligibilité du président Biya. D'abord, je voudrais dire que j'ai du respect pour tous mes camarades. Parce qu'il est un élu du peuple. C'est un conseiller municipal. Mais ce n'est pas tous les propos, toutes les allégations d'un oisillon que nous allons ériger en fait d'actualité. Vous comprenez? Non, mais attendez. J'ai commencé par dire... Non. J'ai commencé par que c'est mon camarade, c'est un conseiller, un élu. À ce titre, au nom de la camaraderie, je lui dois un profond respect. Et vous créez. Mais nous imposer un débat. Non, oisillon n'est pas forcément lié à lui. La langue molienne est compliquée. Il est oisillon, c'est ça que vous dites? Non. Voilà. Et ce n'est pas forcément lié à lui. Ce n'est pas pour autant que n'importe qui va... On parle d'un cas précis. On parle d'un cas précis. Nous sommes sur un cas précis. Puisque les textes... C'est incroyable. Les textes de notre parti sont sans équivoque. Il n'existe aucune disposition sur nos partis qui limite le mandat du président national sur la durée. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous ai dit que je voudrais parler de ce débat juridique des textes de notre parti. Nous avons des mécanismes bien maîtrisés. Je suis venu débattre des choses essentielles qui préoccupent les Camerounais. Vous comprenez? Nous sommes au pouvoir et nous voulons apporter des solutions pérennes aux Camerounais parce que nous comprenons leur souffrance. Nous ne pouvons pas dénier, nous ne pouvons pas nier des évidences. Voilà. Il y a des préoccupations pertinentes qui sont réelles, la souffrance. Vous comprenez? Et le gouvernement travaille afin que des solutions soient trouvées. Je suis venu apporter dans ce message pour rassurer mes compatriotes de ce que l'activité qui est menée au sein du gouvernement sous la coupole du président de la République tient compte de leurs aspirations et que nous sommes déterminés à poursuivre l'œuvre pour reprendre l'ordre de construction nationale. D'accord. On prend une petite respiration. Nous allons accueillir juste Stéphane Tikiré. Il va nous dire si c'est comme ça que ça se prononce. Du groupement du patronat francophone. On parlera des GECOM, les journées économique internationale des communes qui ont commencé hier ici à Yaoundé, juste le temps de l'installer. Une respiration. 25 cap sur la concrétisation. Les municipalités camerounaises vous donnent rendez-vous au cœur du développement local. Du 2 au 4 juin 2025, le Palais des Congrès de Yaoundé accueille la 3e édition des Journées économiques internationales des communes GECOM 25, sous le thème « Communes de production vers la maturation et la concrétisation des projets ». Institutions et organismes gouvernementaux, investisseurs, partenaires au développement, entreprises nationales et étrangères, porteurs de projets, universités, institutions de recherche, acteurs de la décentralisation et du développement local, venez participer au plus grand marché pour le financement des projets communaux au Cameroun. Les GECOM sont une initiative des communes et villes unies du Cameroun en partenariat avec le FECOM sous la coordination du ministère de la décentralisation et du développement local. GECOM 25 cap sur la concrétisation. Les municipalités camerounaises vous donnent rendez-vous au cœur du développement local. Du 2 au 4 juin 2025, le Palais des Congrès de Yaoundé accueille la 3e édition des Journées économiques internationales des communes GECOM 25, sous le thème « Communes de production vers la maturation et la concrétisation des projets ». Institutions et organismes gouvernementaux, investisseurs, partenaires au développement, entreprises nationales et étrangères, porteurs de projets,
universités, institutions de recherche, acteurs de la décentralisation et du développement local, venez participer au plus grand marché pour le financement des projets communaux au Cameroun. Les GECOM sont une initiative. Retour sur le plateau de Le Grand Soir. On annonçait justement un invité spécial déjà installé, Monsieur Stéphane Tiki. Vous êtes du groupement du patronat francophone. Bonsoir. Exactement, et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation. C'est quoi le groupement du patronat francophone? Vous faites quoi exactement? C'est très simple. Le groupement patronat francophone, c'est le premier réseau d'affaires francophones dans le monde basé sur les PME. 1 million de PME que nous installons dans tous les pays où on parle français. 88 pays, donc 44 pays du continent africain, et nous sommes partenaires aujourd'hui des journées économiques internationales des communes du Cameroun pour justement faire du développement économique. Justement, la question pour aller un peu plus loin, qu'est-ce que les communes peuvent bien attendre de votre groupement? En écoutant votre débat, vous avez la réponse à la question. Ah bon? Les communes aujourd'hui ont besoin de développement économique parce qu'il y a des besoins d'abord pour créer des emplois, puisqu'on a parlé tout à l'heure, cher monsieur, du chômage des jeunes. Ensuite, on a des besoins en termes d'agriculture, en termes d'énergie, en termes de sport, parce qu'on aime les sportifs d'aujourd'hui, mais il faut préparer les sportifs de demain, en termes de formation, en termes de développement économique. Et pour moi, le développement économique est la clé, car c'est ça qui permet de créer les emplois. Monsieur disait tout à l'heure aussi quelque chose, on a un problème d'infrastructure. Je passe un peu pour le savant du débat parce que je suis en fait l'homme de la synthèse. J'ai écouté tout ce que les autres ont dit avant. Oui. Donc j'ai avoué que ça me permet de pouvoir vous dire que on a un problème aussi d'infrastructure. Et moi aujourd'hui, en venant aujourd'hui ici chez vous et ici au Cameroun, c'est parce qu'on vient avec des délégations de chefs d'entreprise à qui on dit aux gens que le Cameroun actuellement, là au palais des congrès, il y a des chefs d'entreprise qui sont là. Tout à fait. Il y a des opportunités à saisir. Tout à fait. Sur site. Moi-même, en tant que chef de délégation, j'ai ramené une quinzaine de chefs d'entreprise qui viennent de France, mais on a aussi des gens qui viennent du Canada et qui viennent du Liban, à qui j'ai dit que le Cameroun est un territoire d'opportunités dans lesquels il y a des choses à faire, et qui sont venus pour la première fois ici au Cameroun, à Yaoundé, pour rencontrer l'écosystème aussi camerounais, et plus particulièrement, si vous me permettez, des PME, parce que 80% du tissu économique du continent africain et du Cameroun est basé sur les PME. Donc, si vous me permettez l'expression, on vient pour marier l'écosystème camerounais avec l'écosystème francophone sur les PME pour justement bâtir des ponts entre l'offre et la demande, et surtout faire du développement économique qui est vraiment la clé. Alors, on a beaucoup entendu des expressions telles que francophonie économique. Qu'est-ce que ça peut justement apporter au développement du Cameroun en général et celle des collectivités territoriales décentralisées de façon particulière? Écoutez, si vous me permettez, parce que je suis aussi un débatteur, c'est pas des expressions. C'est que la francophonie, c'est un espace qui permet qu'on parle le français dans 80 pays. Oui. Mais à côté, maintenant, on a la capacité de dire qu'au-delà de parler le français, on peut faire du business ensemble. Quand on regarde ce qui se passe un peu à côté, parce que moi, je m'inspire toujours de ce qui marche ailleurs, on regarde ce qui se passe avec le Commonwealth, où on voit des gens qui parlent l'anglais et qui font du business ensemble. Et ben nous, on s'est dit que nous aussi, on parle le français et on va faire du business ensemble. Nous pouvons faire du business, c'est-à-dire implanter une entreprise française ici à Yaoundé, mais nous pouvons aussi, si vous me permettez, implanter une entreprise camerounaise au Congo, implanter une entreprise camerounaise au Sénégal. Donc nous faisons du nord-sud et surtout nous faisons du sud-sud. Mais pour ça, on a besoin de quelque chose d'assez essentiel. D'abord, se faire confiance. Parce que tout le monde dit que l'Afrique est le continent d'aujourd'hui et de demain. Moi, j'aimerais surtout qu'on œuvre pour que ce soit le continent d'aujourd'hui. Et ce continent d'aujourd'hui passe d'abord par du développement économique. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On regarde avec l'intelligence économique quels sont les besoins de tel ou tel pays, de telle ou telle ville. Et on a besoin, pour vous dire la vérité, des maires. Parce que chacun des maires a la connaissance de ce qu'il a besoin dans son terrain. C'est-à-dire qu'on peut avoir un maire qui nous dit aujourd'hui dans telle ou telle ville, on a des besoins de reforestation, on a des besoins d'agriculture. Parce que l'agriculture n'est pas une troisième voie, c'est un métier de première nécessité qui nous permet d'abord de pouvoir faire boire et manger nos enfants. Et nous, on va amener des entreprises qui sont dans l'agriculture, qui viennent ici pour œuvrer dans l'agriculture dans les communes. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'aimais beaucoup la richesse de votre débat. Souvent, on parle d'économie ou de politique, en pensant que c'est forcément l'un ou l'autre. C'est l'un avec l'autre ensemble. C'est parce que les politiques et les maires des villes vont nous dire quels sont les besoins que nous, on va pouvoir savoir quelles entreprises on emmène. Parce que pour répondre à la question que j'anticipe que vous allez me poser, si on amène des entreprises et qui viennent avec des besoins qui ne correspondent pas avec l'offre du pays et l'offre des villes, derrière, vous voyez, c'est un échec total et c'est un fiasco, à la fois pour le pays et pour celui qui est venu. Donc d'abord, avant tout, on regarde dans le marché quels sont les besoins et ensuite on connecte l'offre et la demande. Une demande qui vient de l'extérieur, Canada, la France,
mais une demande aussi qui vient de l'intérieur, comme le Congo, le Gabon ou d'autres pays du continent, et on essaie aussi de faire de l'intra-Afrique pour qu'on puisse développer du sud-sud. Mais de façon concrète, c'est la 3e édition des GECOM, c'est la première fois que vous êtes là? Non, c'est pas la première fois. C'est la 2e fois. Nous, on était là en 2023. Oui. Nous sommes à nouveau là en 2025. On a des entreprises qui sont déjà installées ici, qui créent de la richesse. Justement, la question est de savoir comment vous évaluez le niveau de collaboration entre le groupement du patronat francophone et les CIVC au Cameroun. Qu'est-ce qu'on peut... est-ce que c'est palpable, ce niveau de collaboration-là? Écoutez, moi je trouve que c'est palpable parce que grâce à monsieur Augustin Tamba, on a des entreprises qui sont installées ici. On en a déjà une quinzaine. Après, je sais qu'on est camerounais et qu'ici c'est le continent et qu'on va dire que 15 c'est peut-être pas assez, mais il vaut mieux 15 que 0. Hein, donc moi je vous dirais qu'on en a déjà 15 qui sont installés. Ces 15-là ont pu aujourd'hui permettre de créer des emplois qui ont permis à des gens d'avoir un pouvoir d'achat, de pouvoir amener leurs enfants à l'école, nourrir leur famille. On a envie d'aller encore plus loin. J'espère qu'après cet événement qui se terminera demain, on pourra en avoir 15 autres, ça fera déjà 30 entreprises qui sont venues, qui sont des PME, hein, entreprises à taille patrimoniale, qui créent de la richesse, qui créent de la valeur ajoutée. J'insiste aussi pour que les entreprises qui viennent, elles fassent de la formation. Parce que vous savez, si vos entreprises, elles viennent et qu'il n'y a pas de connexion entre la main-d'œuvre qui est ici, qui a aussi un savoir-faire local, hein, parce que les réalités du terrain sont importantes, mais qu'on additionne, parce que moi je crois beaucoup à l'addition, avec justement les réalités aussi des entreprises qui viennent avec leur savoir-faire, ça permet de pouvoir développer pas mal de choses aussi. Et on vient aussi avec des entités qui viennent notamment dans la formation, pour former la main-d'œuvre, parce que on peut parler de start-up, de PME, de TPI, d'ETI, mais si les entreprises elles viennent, comme on disait tout à l'heure, et que les gens ne sont pas formés, vous voyez bien que là aussi on n'arrive pas sur le marché. On a d'ailleurs la chance d'avoir ici à Yaoundé, j'ai visité ça il y a quelques jours, un incubateur de start-up qui s'appelle Innovation Factory, qui permet aussi de donner aux jeunes la capacité de croire au métier de l'entrepreneuriat. Et moi j'aimerais dire, par rapport à ce que disaient les messieurs avant moi, je pense que, mes chers frères, si vous me permettez l'expression, on a besoin aujourd'hui que l'Afrique valorise les capitaines d'industrie. On n'entend pas assez de gens. On a des gens ici comme monsieur Dampoulot, on a des gens ici qui font des choses en économie et qui s'en sortent, et qui doivent aussi permettre à la jeunesse d'avoir ces modèles-là. Parce que on a beaucoup de jeunes qui rêvent de faire de la politique. C'est un métier brillant, mais vous savez vous-même, les uns avec les autres, que c'est un métier à beaucoup d'appelés, peu d'élus. Alors que en 2050, on aura une population du continent africain à la hauteur de la Chine, avec 70% des moins de 30 ans. Tous ces jeunes-là ne pourront pas faire de la politique. Il faut leur dire aujourd'hui qu'on a besoin qu'ils prennent leur courage à deux mains, qu'ils aient l'audace, qu'ils aient l'ambition, qu'ils aient confiance en eux, qu'ils créent leur boîte, qu'ils soient entrepreneurs et qu'ils puissent s'en sortir en ayant justement aussi cette indépendance et autonomie financière qui font que les jeunes peuvent s'en sortir. Et donc nous, on vient ici pour valoriser, effectivement, vous l'avez dit, hein, les problèmes du Cameroun, on les voit, mais nous, on vient aussi ici, moi je suis un optimiste positif, valoriser aussi des atouts. C'est peut-être parce que d'ailleurs il y a des problèmes que nous sommes là pour essayer de réparer les problèmes qui sont là. Infrastructure, formation, économie. Hier on a échangé avec le monsieur Roger Mbassa sur la ville de Douala. Oui, voilà, on essaie de leur dire, voilà, monsieur le maire, quels sont vos besoins dans la ville, et nous on va regarder dans notre écosystème qui viennent du Canada, qui viennent des Émirats Arabes Unis, mais qui viennent aussi du continent africain, quels sont les atouts économiques qu'on peut venir développer ce pays, qui est pour moi un pays phare dans lequel il y a tellement de choses à faire. D'accord. Le salon se referme demain. Un salon, c'est très vite passé, 72 heures et puis on n'en parle plus. Mais ce que vous dites, est-ce qu'il y a toujours un moyen d'entretenir les relations avec votre groupement? Est-ce qu'un maire qui n'est pas là au Palais des Congrès aujourd'hui et qui vous écoute en ce moment peut vous rattraper quelque part, oui, demain, après-demain, l'année prochaine? Évidemment, oui. D'abord, je vous réponds oui. Vous dites que ça se termine bientôt, c'est vrai, mais est-ce que vous... Je ne sais pas si, parce que je parle avec mon cœur, mais je ne sais pas si vous mesurez l'impact de faire venir des gens qui sont jamais venus en Afrique, ouais, qui sont jamais venus au Cameroun et qui viennent pour la première fois. Parce que ça veut dire que nous aussi, en tant que Camerounais, il faut qu'on ait confiance en notre pays, en les capacités de notre pays de faire des choses. Alors oui, il y a des choses qui marchent pas bien, mais il y a peut-être des choses qu'on peut faire ensemble qui font que on va additionner nos forces ensemble pour développer ce pays-là. Et moi, je vous dis ça, évidemment, vous me direz, c'est facile, je suis un acteur de l'extérieur, mais je vends aux gens que le Cameroun est un territoire d'opportunité. Je ne le vends pas parce que je veux le vendre. J'y gagne rien. Moi, j'ai 88 pays. Je suis d'accord avec vous. Non, mais je veux vous dire, je pourrais le faire dans un autre pays, oui, européen, américain du Sud, Émirats. Mais moi, je le vends parce que, un, c'est un pays que j'aime, et deux, parce qu'il y a des choses à faire ici dans les opportunités. Et quand ces gens-là, je termine dessus, mais ils prennent l'avion pour venir, c'est parce que eux aussi, ils y croient. Et vous savez, je vous raconte un secret de Polichinelle, mais ce midi, on déjeunait avec des maires qui sont des maires de villages aussi ruraux, et
les gens que j'ai ramenés, ils disaient, on aimerait même revenir au-delà des JICOM, pour suivre un peu la ville. Par exemple, dans des villes où il y a des problèmes d'électricité, est-ce qu'on peut pas prendre de l'énergie solaire, des éoliennes? Et vous voyez, quand les gens ont cet engouement-là, ben finalement, nous, qui sommes des patriotes, mais qui sommes aussi des amoureux du continent africain, on se dit, on a envie que notre continent, il voit que c'est pour le business. Et je vous dirais une chose, moi, il y avait quelque chose qui me révoltait beaucoup, c'est tous les gens qui disaient, on veut aider l'Afrique. Oui. Et ben vous savez, quand ils viennent ici, ils comprennent que l'Afrique n'a pas besoin d'aide. Ils comprennent que l'Afrique a besoin d'une relation respectueuse, de partenariat gagnant-gagnant, avec le respect. Vous venez pour gagner, je viens pour gagner. C'est pas vous venez pour m'aider en me prenant la main. Venez gagner au Cameroun, et le Cameroun va aussi gagner. Moi, j'ai failli vous applaudir. Finalement, c'est les politiques. Comme ça. On va vous applaudir parce qu'il y a un discours qui manque. Mais c'est du concret. Moi, je suis un acteur économique concret. Avec des résultats, on crée des emplois, on embauche des jeunes, on augmente le pouvoir d'achat. Quand on vient dans un pays, les gens vivent mieux après qu'on soit venu. C'est du concret. Après, oui, il y a énormément de travail et c'est pour ça qu'on a besoin de vous tous, des appuis et des acteurs locaux qui peuvent nous donner les remontées du terrain et on connecte l'offre et la demande ensemble. Merci Stéphane Tiki. Vous êtes du groupement du patronat francophone, pas français, francophone. Exactement. Vous êtes le numéro 2, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire, vous êtes en haut alors. Écoutez, la commune de Doumentang là-bas. J'essaie de porter l'éducation parce que je suis né ici, hein, vous savez, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai été diplômé à la Sorbonne et après je suis parti là-bas. C'est vrai que revenir ici en tant que numéro 2 du premier réseau d'affaires francophones dans le monde, et ben c'est aussi pour dire à mes jeunes frères qui sont ici que en ayant fait l'école ici, on peut s'en sortir, il faut y croire. On se fait mal, on pleure, mais on se relève et on se tend les mains les uns avec les autres et c'est ensemble qu'on est plus fort. C'est Anthony. Ouais, ben, je crois que c'est un discours qui, à un moment donné, mérite d'être apprécié. Tout à fait. Et ça corrobore ce que j'ai l'habitude de dire ici. Nous qui sommes à l'étranger, le regard que nous avons du Cameroun, c'est que ce pays, c'est une mine d'or. C'est un grand pays, il y a tellement d'opportunités. Ça fait que le fait de toujours s'échiner rien que sur les problèmes, ça nous empêche de regarder la vraie valeur, ouvrir l'esprit de voir ce qu'il de notre pays. Et c'est d'ailleurs donc que d'autres peuvent venir tirer parti de ce que nous avons. Et cela commande à ce que nous ayons d'abord un esprit patriotique, tel qu'il a relevé, et de par cet esprit patriotique, nous aurons la capacité de nous mettre ensemble au-delà de nos divergences. Parce que c'est de ça dont il est question pour construire un Cameroun d'avenir. Donc, moi, je suis très ému, je suis très heureux de rencontrer M. Tiki et je sais que peut-être je pourrais le rattraper après l'émission. C'est le Cameroun, ça. C'est du Cameroun qui est parti pour ceux ici à la Sorbonne, qui est l'une des meilleures universités dans le monde. Voilà, donc ça prouve tout simplement qu'il y a de la matière d'abord au Cameroun. D'accord. Et ce qui est souvent embêtant, c'est que nous pensons que le Cameroun est mauvais en tout. Et voilà une preuve vivace, directe, palpable de ce que le Cameroun, c'est un grand pays, il a des grands fils. Et c'est vers ça que nous devons regarder. On va dire merci à M. Tiki. Merci à vous. On espère que quand on va vous rattraper là au couloir, nous on va gérer le temps qui nous reste pour l'émission. On ne va pas le retenir longtemps. Non, s'il vous plaît. Moi je veux bien rester encore un peu. Si vous êtes d'accord. On a Joseph, Marie et Loundou qui va nous retrouver. Allons-y très rapidement. Aristide Manda. Cet exemple nous parvient à plein nommer. Je voudrais, tout en vous félicitant de cette énorme initiative, vous poser la question, chers frères. En arrivant au Cameroun, qui est votre pays, je ne suis pas le journaliste, avez-vous eu l'impression qu'il y avait des blocages particuliers? S'il vous plaît. Non, on va l'embarquer. Vous ne savez pas, on va l'embarquer. Ça va me permettre d'arrêter. J'ai une réponse. J'ai une réponse. Arrêtez, Manda, on va pas l'embarquer. C'est un problème. Il a une réponse. J'ai une réponse. Non, je comprends, j'embraye. Non, mais parce que nous avons une thématique. J'ai une réponse moi-même. J'assume mes propres réponses. Il y a toujours des blocages quand on vient quelque part. Si vous allez vous installer aujourd'hui à Paris, dans un environnement qui n'est pas le vôtre, où vous n'avez peut-être pas grandi, vous allez rencontrer des blocages. Si vous allez vous installer aujourd'hui en Espagne, en Chine, aux États-Unis, quand c'est un écosystème qui n'est pas le vôtre, il y a des blocages. Maintenant, nous, on apporte une chose qui s'appelle l'économie, qui est ce dont le pays a besoin pour se développer. Et à chaque fois que je rencontre un blocage, je dis, nous, on est là pour vous servir. On est une valeur ajoutée qui vous donne de la force. On ne vient pas prendre la place de quelqu'un d'autre. On ne dit pas qu'il n'y a pas de talent sur place. On dit juste qu'on va apporter un mot simple en économie, vous l'avez dit tout à l'heure, une valeur ajoutée. Et donc, dès qu'il y a un blocage, moi souvent je dis, si vous trouvez
que tout fonctionne et tout va bien, et que vous n'avez pas besoin de valeur ajoutée, dont acte. Je salue votre clarté. Mais moi, je considère qu'il y a un besoin aujourd'hui. Il y a un besoin d'éducation, il y a un besoin de formation, il y a un besoin de numérique, il y a un besoin d'infrastructure, il y a un besoin d'agriculture, il y a un besoin de création d'emplois pour la jeunesse. Vous savez, on était tous fans de Samuel Eto'o, Francis Ngannou. Mais si on va avoir un Samuel Eto'o demain, ou après-demain encore, il faut que nos éducations aussi, par rapport au centre de formation sur le sport, forment la jeunesse de demain. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer. Et la jeunesse de demain, c'est-à-dire le Samuel Eto'o de demain, ou le Francis Ngannou de demain, ou la Charlotte Dipanda de demain, elle doit se préparer dès aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Tiki. On prend une respiration et puis on signe les autographes derrière. Voilà. GECOM 25 cap sur la concrétisation. Les municipalités camerounaises vous donnent rendez-vous au cœur du développement local. Du 2 au 4 juin 2025, le Palais des Congrès de Yaoundé accueille la 3e édition des Journées économiques internationales des communes GECOM 25, sous le thème « Communes de production vers la maturation et la concrétisation des projets ». Institutions et organismes gouvernementaux, investisseurs, partenaires au développement, entreprises nationales et étrangères, porteurs de projets, universités, institutions de recherche, acteurs de la décentralisation et du développement local, venez participer au plus grand marché pour le financement des projets communaux au Cameroun. Les GECOM sont une initiative des communes et villes unies du Cameroun en partenariat avec le FECOM sous la coordination du ministère de la décentralisation et du développement local. GECOM 25 cap sur la concrétisation. Les municipalités camerounaises vous donnent rendez-vous au cœur du développement local. Du 2 au 4 juin 2025, le Palais des Congrès de Yaoundé accueille la 3e édition des Journées économiques internationales des communes GECOM 25, sous le thème « Communes de production vers la maturation et la concrétisation des projets ». Institutions et organismes gouvernementaux, investisseurs, partenaires au développement, entreprises nationales et étrangères. Retour sur le plateau de Le Grand Soir. Peut-être que M. Tiki devait être à l'aise pour parler des questions de la diaspora. À l'approche de la présidentielle, la question est quelle est cette place qu'on accorde à la diaspora et à la société civile. Est-ce que, comme on le demandait hier et qu'on fasse la prolongation aujourd'hui, est-ce que la diaspora peut être décisive? Joseph Marie Elundou, vous êtes consultant senior. On ne vous présentera pas dans le domaine de la communication. Vous êtes également un senior de ce côté-là, auteur de plusieurs ouvrages, que ce soit en politique ou même en agriculture. Vous avez un ouvrage sur le cacao qui est également bien connu et très apprécié. Bienvenue sur le plateau. Merci Jean-Jacques. Merci pour l'invitation. Je tenais à être là. Je vous ai faussé compagnie hier. C'était pas de ma volonté. Je crois que je me suis... Et aujourd'hui encore, j'étais dans un autre rendez-vous. J'ai tenu à être là, même si c'était pour 2 ou 3 minutes. D'accord. Je suis vraiment demandé à M. Tiki pardon, parce que j'aurais dû volontiers laisser ma place, parce qu'il était tellement... Vous l'écoutez. Il était tellement... On va le retenir, vraiment qu'il ne rentre pas juste après le salon. Il faut qu'il revienne même à une émission d'économie avant qu'il ne parte, pour qu'on parle d'autres choses. Maintenant, là, les téléspectateurs sont témoins que vous avez dit oui, que vous reviendrez. Voilà, sur ces questions de la diaspora qu'on a entamées hier. Alors, s'il te plaît, je souhaite entrer avec Joseph Marie Elundou. Il vient juste de parler. Je vais apprendre à ses côtés François Kono qui envoie ce message. Le message est passé. Joseph Marie. Qu'est-ce qu'il dit? Il souhaite être en contact avec vous parce qu'il voudrait apprendre à vos côtés. D'accord, c'est ce que François Kono. Il au moins s'intéresse pas seulement à mes cheveux blancs. Encore qu'on les envie aussi. On les envie, ces cheveux blancs-là. Alors, est-ce qu'elle peut être considérable, impactante, la participation de la diaspora aux élections? On a vu quelques clichés ces derniers temps, des meetings à Paris, des dédicaces des livres en Europe et autres. Est-ce que ça peut être impactant? Je pense que, vous savez, la sagesse africaine dit que l'eau suit les infractuosités du sol. Ce que vous voyez là, ça veut dire qu'il y a une attraction du côté de la diaspora. Ça peut être, ne serait-ce que sur le plan financier. C'est qu'on organise des tontines là-bas? On peut peut-être mieux lever les fonds là-bas, parce que les gens sont peut-être plus liquides. Et nous ici, vous savez, les niveaux de revenus ne permettent pas forcément que l'on soutienne les gens à la hauteur de ce que nous voulons faire. Vous avez déjà ces aspects matériels. Vous avez même les aspects de la communication.
C'est-à-dire que lorsque vous êtes sur la place de la République, vous avez vu les faits que ça fait sur le plan médiatique. C'est un écho retentissant, qu'on le veuille ou non. On peut ne pas être d'accord avec quoi que ce soit, mais sur le plan de la communication, l'écho est retentissant. Et je pense également que c'est le monde. Nous sommes dans le nouveau monde, la globalisation. Qu'on ne dise pas que ceux qui vont à Paris ou ailleurs sont hors sujet, que ça se passe ici, pas là-bas. Non, je ne pense pas qu'ils soient hors sujet. Il y a d'autres choses sur le plan idéologique qu'on peut développer si on veut. Mais c'est une question de stratégie de communication. Oui. Je pense qu'il y a une chose que le professeur Kamto a su faire. C'est qu'on parle de lui. Hein? Ça, c'est réussi. Oui, c'est réussi. Et ça, il faut le dire. On parle de lui, en bien ou en mal, mais on parle de lui. Il est donc présent sur la scène. Est-ce que cela impacte de manière positive ou alors négative sur sa trajectoire? Ça, je pense qu'on serait prétentieux. Parce qu'en fait, c'est l'élection qui nous donnera, je veux dire, le résultat. Donc, je pense que je pense également que quand j'écoute M. Tiki, je suis rassuré. Je suis rassuré parce que ce que moi j'ai vu, donc maintenant si on rentre dans la qualité des hommes, moi je pense qu'il y a peut-être 2 ou 3 diasporas. Il y a une diaspora responsable comme M. Tiki. Mais il y a une autre diaspora qui est naturellement ne peut pas être forcément à la même hauteur que M. Tiki. Des gens qui sont partis par la route, qui sont partis par l'océan, qui parfois n'ont même pas été à l'école, qui parfois se sont débrouillés à y arriver. Bon. Et parfois, c'est aussi ceux-là qui sont facilement manipulables. Et c'est pour cela que nous, à la société civile, nous nous sentons parfois obligés quand même de reprendre la communication stratégique du candidat. C'est-à-dire que c'est bien d'être là-bas. Ça nous permet aussi de mieux entendre. Surtout que c'était pas un week-end anodin. Oui, non, le 31 mai, où tous les regards étaient sur Paris. Il y avait une Champions League qui se jouait. Tout à fait. Tout parlait Paris. Tout à fait. Et ce produit à Paris ce jour-là, forcément, vous n'échappez pas. Et puis Paris, c'est quand même, bon, qu'on le veut ou non, peut-être un morceau du cœur du monde. Hein. Faut pas... C'est un foisonnement de culture extraordinaire. C'est le monde. Paris, c'est un peu le monde. Donc ici, par contre, le rôle que nous pouvons jouer, que la diaspora joue, qui peut être le rôle d'accompagnement en matière de financement, en matière d'écoute, en matière de diffusion, en matière de soutien multiforme, ne peut pas se substituer non plus quand même à l'élection. C'est-à-dire que l'élection, en fin de compte, c'est quoi? C'est la personne qui a une carte d'électeur et qui va aux urnes. Est-ce que cette diaspora peut donc impacter avec la même force sur le plan électoral? Et c'est là où, je pense que c'est là où certaines personnes qui n'ont pas tort de voir les choses, parce que vous voyez dans une analyse comme celle-là, chacun prend le bout qui lui plaît. Et donc, Stigmatique trouve que c'est l'enfumage, et que c'est la démagogie, et que effectivement, en fin de compte, ces gens-là ne peuvent pas impacter sur l'élection. Donc, vous voyez, il y a quand même là deux paliers qu'il faut bien observer. Et maintenant, vous avez lu, j'ai lu que vous avez également indexé la société civile. Vous avez interrogé la société civile. Je peux y aller. Allez-y, la société civile. C'est qu'elle, par contre, doit être très attentive. Parce que la société civile doit éviter d'être partisane. Et bon, c'est ce qui va être difficile. Non, c'est pas difficile. L'observation. Le vrai problème qui se pose, c'est que vous êtes face à des partisans. Et vous ne pouvez pas satisfaire tous les partisans en même temps, en tant que société civile. Effectivement. Un coup, vous serez brocardé par un groupe. L'autre coup, vous serez brocardé par l'autre. Mais vous avez le devoir de garder l'objectivité minimale pour analyser. Je dis que quand on observe, j'ai écouté M. Tiki, je suis arrivé, j'ai écouté, il y a un problème, à mon avis, de diagnostic. Et
si on ne fait pas le bon diagnostic, le bon diagnostic n'arrive pas à se faire, pourquoi? Parce que nous avons une opposition politique disparate, qui n'arrive pas à conjuguer l'intelligence. Ouais. Parce que il faut, ce n'est pas une question de changement d'homme. Est-ce que l'opposition camerounaise peut nous présenter un programme commun minimum? Un programme commun minimum. C'est-à-dire que on ne dit pas que c'est Lundu ou bien c'est Zé qui sera président. Non, on dit qu'est-ce qu'on propose aux Camerounais. Et après donc, quelle est parmi nous la personne la mieux outillée pour porter ce programme? À mon avis, cette démarche est la meilleure. Mais lorsque vous observez notre environnement, je n'irai pas encore dans les projets, dans la qualité des projets, parce que nous, en tant que société civile, nous pouvons aider qui que ce soit. Si vous êtes de l'opposition et vous me sollicitez pour que je vous apporte mon expertise, je le ferai de manière froide. Si vous êtes du pouvoir, je ferai de manière froide. Parce que moi, ce que je recherche, ce n'est pas le pouvoir. Ce que je recherche, c'est que les choses aillent dans le bon sens et que, pour rejoindre M. Tiki, qui me plaît, que j'aime beaucoup, je l'ai vu, hein. pour que effectivement, les enfants aient à manger. Je vous donne un truc simple. Oh, et on va chuter par le là. Cameroun a... et les régions cacaoyères sont en prospérité. Il y a 1000 milliards qui vont entrer dans les campagnes cette année-ci. Au moins. Directement en les mains des producteurs. Est-ce que vous avez entendu au Cameroun, vous avez lu un article, en dehors du mien, d'un économiste ou d'un chef de parti qui regarde en se disant non mais on ne peut pas dire il y a des choses ici. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Moi je suis en train d'écrire un programme agropole cacao. Ça n'intéresse personne. Vous parlez de ça aux gens, ça ne les intéresse pas. C'est-à-dire qu'on est hors sujet. Voilà. Il est question aujourd'hui de faire un diagnostic. 65 ans après un régime présidentiel et présidentialiste, est-ce que le résultat que nous avons nous permet de rester dans un régime présidentiel où notre mère patrie est bloquée en ce moment avec son propre régime quand vous voyez la situation dans laquelle se trouve Emmanuel Macron? Est-ce qu'on peut continuer avec un tel régime? Non. C'est ça la question du diagnostic. Et on retient cet aspect-là. La diaspora camerounaise n'a aucun impact sur les Camerounais par rapport à celle des autres pays, tel en exemple du Mali, le Sénégal, si on ne peut citer que ces pays-là. Au Mali, la diaspora construit les infrastructures qui bénéficient aux populations, alors que celle du Cameroun se contente d'envoyer quelques brocantes à leur famille. Philippe, du côté de Douala. Jacques Léonce, sur l'impact de la diaspora, notamment dans le cadre d'une élection comme celle à venir, entre les mobilisations qu'on voit, parce que tous les leaders qui vont là-bas font des grosses mobilisations. Ce n'est peut-être pas toujours des meetings, mais on a vu des dédicaces, des livres ou des cafés ou des thés qui sont organisés là-bas. C'est toujours plein. Est-ce que cette diaspora-là peut être impactante? Oui, cette diaspora devrait être impactante. Devrait. Si elle est encadrée. Vous savez que nous sommes encore dans un pays où notre code de la nationalité date de 1969. Curieusement, en 2025, au Cameroun, il est encore en vigueur un code de nationalité qui date de 1969. C'est des blocages comme ça qui font que parfois, certains Camerounais qui sont partis et qui, parfois par nécessité, acquièrent d'autres nationalités, ne se sentent plus Camerounais parce qu'il y a un code là qui date de 69 qui dit que dès que tu acquiers notre nationalité, tu perds ta nationalité camerounaise. Donc, c'est des gens qui se sentent plus Camerounais. Non. À travers un texte comme celui-là. Non. Donc, voilà pourquoi je dis que c'est une diaspora qui devrait être encadrée pour qu'elle soit impactante au Cameroun. Vous pensez que venir avec un projet pour le Cameroun nécessite forcément une double nationalité? Oui, Jean-Jacques. Si pour revenir dans votre pays, on fait savoir que vous devez avoir un visa. C'est un blocage. C'est un blocage. Si vous voulez venir investir dans votre pays, on vous fait savoir que pour revenir parce que vous avez acquis notre nationalité, vous devez avoir un visa. C'est un blocage. Il faut le reconnaître. C'est vraiment, moi, c'est une diaspora. Alors vous dites c'est ça qui réduit l'impact. C'est ça, effectivement, qui réduit. C'est pour cela qu'on a 26 000 inscrits sur les listes électorales. On va l'ensemble diaspora de tous les pays pratiquement. On n'a que 26 000 inscrits.
Oui, effectivement. Et qu'en 2018, il y a eu 9000 votants. Voilà un cadre normatif qui ne permet pas à la diaspora de se sentir camerounais. Les Camerounais qui sont en France et qui ont acquis la nationalité française par nécessité ou par, c'est pas trop, ne se sentent pas camerounais. Parce qu'ils ne le sont plus. Selon les textes, ils ne le sont plus. Donc, voilà des blocages qui font que parfois, cette diaspora ne peut pas être impactante. Alors, dans le cycle économique camerounais. Peut-être que les chiffres ne vous ont pas parlé, Aristide Manda. On a dit qu'ils sont 26 800 inscrits, donc ils n'ont pas de problème de nationalité, eux déjà. Mais le jour du vote, il n'y a que 9 000 qui ont participé. On le dit pour l'ensemble des pays hein, où il y a les Camerounais, y compris le Gabon et autres. Il n'y a que finalement 9 000. Est-ce que c'est une question encore de nationalité ou de non-nationalité? Ce que je voudrais d'abord dire, c'est que je rends hommage à nos frères, nos compatriotes qui sont expatriés. La question de la migration est cruciale. Elle est au cœur même des enjeux de l'humanité. Par principe, l'homme est un nomade. Il est essentiel de reconnaître à notre diaspora le droit fondamental de participer, même à la vie politique de notre pays. Je voudrais les saluer parce que, contrairement à ce que dit mon frère, elle est impétueuse. Il y a au sein de notre diaspora des mouvements importants d'argent avec le Cameroun. Beaucoup de familles vivent de ces mouvements. Au plan scientifique, du point de vue culturel, ils assurent notre rayonnement. Il y a une diaspora dite positive que je voudrais saluer, à qui je voudrais rendre hommage. Parce que les Camerounais sont reluisants. Ils impactent. Quand on parle d'un Camerounais à l'extérieur, ça renvoie à quelque chose de fort. C'est tout un symbolisme. En revanche, je ne vais pas utiliser les gros mots parce que RDPC, on est policiers. J'aurais alors dit qu'il y a des crapules, que non. Ce n'est pas une entité homogène. Mais vous l'avez dit. Ce n'est pas une entité homogène. On venait d'avoir un compatriote tout à l'heure qui est issu de la diaspora qui nous a éblouis par la qualité de son plaidoyer. Des contenus de programmes qu'il porte, des idées qu'il véhicule et pour lesquelles il est venu convaincre ses compatriotes. Vous avez bien vu qu'à l'ouverture de ce sommet, de cette grande réunion, ce n'est pas moins que le premier chef du gouvernement, c'est pour vous dire l'intérêt que le gouvernement de la République accorde aux initiatives, d'où qu'elles proviennent, pour autant qu'elles soient susceptibles d'impacter sur l'amélioration du quotidien des Camerounais, qui est son leitmotiv. Ce que je voudrais également dire, c'est que quand même, on ne peut pas parler de la diaspora, et comme l'a dit le doyen, sans faire observer qu'il y a beaucoup de confusion. Beaucoup sont dits de la société civile, ils se sont arrogés le droit d'être les leaders de la société civile, mais ils évoluent camouflés sous les oripeaux finalement d'opposants. Et là, ça vient édulcorer la noblesse de leur activité. Pour la diaspora, quand le RDPC s'adresse à ses frères, c'est pour leur dire que une diaspora ne peut pas se limiter à enfariner les membres du gouvernement et les hauts responsables de notre pays. Une diaspora qui irrémédiablement s'est compromise en urinant sur les photos du président de la République. C'est extrêmement compliqué, quel que soit le fond. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être séduits par un leader qui s'entiche, qui se rabiboche avec ce type de compatriotes. C'est extrêmement dommage. On ne peut pas prétendre vouloir diriger le Cameroun, un pays adossé sur des équilibres parfois très fragiles, et penser qu'on peut, sur le simple fait de l'arithmétique villageoise, accéder aux affaires. On rassemble les gens alors qu'en réalité c'est un vent communautaire. Les Camerounais s'aiment profondément. Le RDPC et son président travaillent, œuvrent afin que nous vivions en paix. Vous savez que, pour conclure, parce que je vois bien que le temps s'en va, oui, absolument. Je voudrais dire à nos frères de la compatriote, puisque l'occasion m'est donnée, s'ils nous écoutent, je sais qu'ils nous écoutent, qu'on est capable, en dépit de nos divergences, d'exprimer ses opinions autrement. Le président Paul Biya nous a donné la démocratie. D'ailleurs, il aimerait qu'on se souvienne de lui comme étant celui qui nous a apporté, outre la démocratie, mais également la prospérité, même si il y a quelques difficultés à atteindre. Ce n'est pas le fait du Cameroun. Il y a à l'heure actuelle des crises endogènes qui ont annihilé les efforts de développement, qui ont freiné l'élan souhaité. Voilà pourquoi nous continuons de dire que la paix n'a pas de prix et que cette paix
doit irriguer l'ensemble de nos compatriotes de la diaspora au Cameroun pour qu'on se souvienne que nous ne pouvons rien entreprendre. Vous voyez tous ces efforts qui sont faits en faveur de la paix. Toutes ces ressources recyclées auraient pu être injectées dans des secteurs où ça ira un peu plus vite. Donc j'appelle mes frères de la diaspora. Nous avons l'habitude, nous avons coutume de les visiter, c'est une chance. Pour ils regardent l'autre versant, qui est celui de la solidarité. Et qu'on est susceptible de porter une revendication pacifique. Et que, durant cette année charnière, nous avons l'opportunité de choisir le président de la République, qui incarne l'unité nationale. Et il est bon, sous cette rubrique, que nous voyons bien que la stabilité est ce que nous devons préconiser. D'accord. Nous sommes stables. Nous sommes stables. Président Dieudonné, qu'est-ce qu'il y a, vous voulez? Ça fait 7 minutes qu'il parle. Pardon, j'ai vu que vous étiez d'accord au moins avec le propos de José-Marie Elundou tout à l'heure sur l'impact sur le plan de la communication du meeting de Paris, qui n'est pas à négliger, contrairement à quelques réactions qu'on a pu enregistrer. Non, comme je vous ai dit dans le thème là ici, c'est que le professeur Maurice Kamto nous a donné une très grande leçon. Ça, c'est clair. Il ne pouvait pas tenir un meeting pareil au Cameroun. Impossible, puisque tout est bloqué. Donc, dorénavant, nous savons que quand tu veux faire les meetings, vraiment, il faut aller à l'extérieur du pays. Et je vous ai donné un autre exemple. Il y a quelques 2 à 3 mois dernièrement, l'honorable Kabalibi, président du PSRM, voulait faire... Donc, vous dites que c'est quelque chose qui a un impact quelque part. Ça a un impact. Et vraiment, Kabalibi aurait pu aller... comment on appelle ça, à la Gaoundé, l'ambassade de France au consulat. Au consulat à Gaoundéré ou bien... Il n'en a pas besoin, en tout cas. Oui, il n'en a pas besoin. Si le gars vient de faire un magnifique congrès à Yaoundé. Peut-être de la Belgique ou bien de quel pays. Il vient de faire un congrès très couru ici à Yaoundé. Si c'était facile, il aurait fait le congrès à Yaoundé. Mais il est allé à Kolafamba. Il y a la différence de Yaoundé et Kolafamba aujourd'hui, où il n'y a plus de frontière pratiquement entre Yaoundé et Bamako et Kolafamba. Il a été bloqué. Donc, bon, en tout cas, moi, je voulais quand même, une fois de plus, saluer M. Tiki. C'est de belles initiatives, ce qu'il a fait. Mais il faudra que le régime qui règne pour le moment encore au Cameroun puisse savoir que quand des gens de cette envergure viennent au pays, il faut un suivi. Et cette diaspora a un peu l'impression qu'elle est un peu redoutée. Parce que j'ai acquis une nationalité d'un autre pays, je ne peux plus rentrer dans mon pays facilement, mais qu'il me faut demander le visa, c'est un problème. Et il y a autre chose aussi que je voulais dire, c'est que je pense qu'il y a déjà dit ici sur votre plateau de télévision. La majeure partie de nos concitoyens qui vont à l'extérieur du pays, ils vont beaucoup plus là-bas parce qu'ils sont frustrés. Hein? Parce que quand vous avez vos grands-parents qui ont commandé vos papas, vos parents, ils sont toujours au pouvoir. Les parents, tu vieillis, tu deviens déjà papa. Les mêmes sont toujours au pouvoir. Tu deviens grand. Ils disent même vos petits-enfants et même vos arrières. C'est un problème, ils sont frustrés. Et c'est pour ça que j'ai dit à un type de directeur, c'est normal que quand un leader de l'opposition se retrouve à Paris, que tout, c'est la foule, que toute la foule, et les brebis galeuses, et ceux qui sont moins, qui ont des... Mais c'est les Camerounais. Même d'autres nationalités. Et même d'autres nationalités. Ce sont les Camerounais. Les Camerounais sont les Camerounais nationalités. Donc, vraiment, tout le monde, le leader de l'opposition crédible n'est pas là pour dire que tel n'est pas un bon Camerounais, comme les gens du RDPC le font là, sur les plateaux de télévision. Parce que pour eux, le bon jeune, c'est celui qui applaudit. Qui peut applaudir là, quand le leader donc Léon n'est pas le bon jeune. D'accord. Bonsoir, Elzé au panel. Vous savez quelles sont les procédures d'inscription sur les listes électorales en Europe? Le message vient d'Italie. Il y a des pays où l'inscription est faite un seul jour de la semaine et certains citoyens doivent aller à plus de 600 km pour cela, avec l'interdiction pour les sans-papiers de s'inscrire, c'est normal, sans-papiers. Et les CAM à qui on demande sans succès, la liste nationale a décidé d'ajouter des pièces pour s'inscrire en diaspora. Il faut dénoncer cela. Serge Anthony, vous savez, vous maîtrisez un peu les questions. On avait déjà évoqué la question. Pour s'inscrire, il faut faire de longs voyages, ça c'est connu, il faut dépenser. Et que peut-être les CAM devraient multiplier les jours d'inscription. Est-ce que ceci explique le faible taux d'inscription et la faible participation finalement aux élections, puisqu'on a 9000 votants
sur 26 000 inscrits? En réalité, c'est que nous ne sommes pas honnêtes envers nous-mêmes. Parce que quand vous êtes dans la diaspora, comme M. Tiki, comme je le suis, l'environnement nous impose un fonctionnement qui n'a rien à voir avec celui du Cameroun. Première chose, c'est que le travail, c'est votre père, c'est votre mère, contrairement au Cameroun. Et l'assiduité est de mise. Et ce travail vous prend la plupart de votre temps. Et quelquefois, vous pouvez travailler à 200 km de votre maison. Et quand vous intégrez l'aspect des transports qui vous oblige à respecter votre budget financier, sinon, débordé, vous n'allez jamais tenir jusqu'au fin du mois. Telle réalité vous impose à avoir une discipline de vie. Et dans cette discipline de vie qui correspond à votre environnement, ce qui vient du Cameroun, en termes d'action, même de prospective, doit s'intégrer dans ce fonctionnement. Voilà. Et il est difficile que ça s'intègre dans ce fonctionnement, étant donné que c'est vous qui devez maintenant chercher à intégrer le fonctionnement du Cameroun. Et c'est là où il y a croisement. Parce que si moi, je travaille tous les jours, même le dimanche, je fais 2, 3 boulots, pour quelqu'un qui n'est pas en régularité, ça fait que j'ai moins de temps. Et une ambassade fonctionnant de 8h30, 9h à 16h, vous voyez que ma marge de temps qui correspond aussi à l'ouverture de l'ambassade, elle est moins flexible si je dois partir de très loin pour venir. Ça fait que le problème sur les inscriptions, il s'opposera toujours dans la diaspora. Donc ce qui ramène ce débat, c'est justement parce qu'ils ne sont pas au fait de ces réalités. Il y aura des évolutions, mais c'est un problème qui sera tel quel jusqu'à la nuit des temps. Et cette réalité, il faudrait que nous ayons l'honnêteté de pouvoir le dire. Maintenant, cela ne suppose pas qu'il y ait des aménagements qui ne soient pas faits. Comme je le dis souvent aux compatriotes de la diaspora, par exemple, pour s'inscrire, on s'inscrit sur le budget de l'État. Les cartes, l'inscription, elle est quand même pas payante. Ça veut dire que c'est financé sur le budget de l'État. Et dans ce budget de l'État, la partie réservée à l'ECAM permet de couvrir ses activités. Vous voyez donc que s'il faut partir de Paris à Lyon, c'est 500 km. Aller jusqu'à Bordeaux, vous êtes à pratiquement 550 km. Aller au sud de la France, Strasbourg, Toulouse, vous allez dans les 800 km. Ça doit être supporté. Ce que beaucoup de gens ne savent pas ici, contrairement à ce qu'ils imaginent, je vais vous prendre l'espace d'un trajet sur 2 villes avec le coût. Partir de Paris à Lyon, par TGV aller-retour, vous êtes dans les 210 €. Quand vous venez prendre votre ticket 24 heures avant, ça fait combien? Ça fait environ 130 000. Voilà, pour faire les 500 km que vous faites au Cameroun à 25 ou 30 000 pour partir de Douala, par exemple, à l'extrême nord, ou 50 000 tout au plus. Vous voyez que il y a cette différence qui s'impose là-bas. Et